Là, on arrive sur ce ravitaillement et véridique, je gare la voiture, je serre le frein à main, je sors de la voiture, le coureur qu'on attendait était là. Et là, je me suis dit, mais voilà, ça c'est du just in time comme on dit. Et ça, ouais, c'est des bons souvenirs parce que tu te dis, ça aurait pu capoter à 3 secondes près et au final, ça s'est très bien passé, quoi. Salut toutes les trailers, salut tous les trailers, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode du Let's Ride Podcast, le podcast consacré 100% à la pratique et à la communauté du trail running. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode et de nouveau c'est un épisode un petit peu particulier puisque je reçois une consoeur podcasteuse, mais je vais vous présenter mon invité plus précisément dans les minutes qui suivent. Avant cela, je souhaitais saluer un nouveau Patreon qui est arrivé parmi nous, qui est Fabrice Sengui. Salut Fabrice, merci énormément pour ton soutien. Tu viens compléter, augmenter la communauté des Patreons du Let's Ride Podcast. Et je le rappelle, c'est une communauté hyper bienveillante dans laquelle nous partageons nos sorties, communiquons au jour le jour sur nos impressions par rapport aux épisodes, etc. Vous bénéficierez dans ce groupe des épisodes en avant-première le mercredi et je vous ferai également parvenir les différentes vidéos de mes sorties ainsi que je vous donnerai la possibilité de participer à une visio que nous organisons à peu près tous les trimestres. Voilà, ceci étant dit, je remercie de nouveau Fabrice pour son soutien et l'accueil avec très grand plaisir dans la communauté. Et passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Je reçois la cofondatrice de l'agence de voyage 100% Trail, Trail the World, la cofondatrice du podcast Ouf ou encore du Trail de France. Cette ancienne chargée de développement commercial et marketing, Trailers depuis 2014, s'est lancée en 2015 dans un voyage à travers les 5 continents pour participer à une vingtaine de trails afin de rencontrer les femmes coureuses. À son retour, elle rencontre Frédéric Morand et ils décident ensemble de créer la première agence de voyage spécialisée dans le trail et d'organiser des événements uniques et éco-responsable en France, comme l'Infinity Trail ou le 24 heures Vertical Challenge. Dans cet échange, nous allons évoquer son expérience à l'étranger et les enseignements qu'elle a pu en tirer pour la création de Trail the World, l'histoire de la création du podcast Ouf, les difficultés rencontrées en organisant des événements aussi complexes que le Trail de France, et bien d'autres sujets. Je ne souhaite pas vous faire patienter plus longtemps, voici donc ma conversation avec Maud Debs. Salut Maud, merci beaucoup de nous rejoindre sur le podcast. Salut Nicolas, merci de me recevoir. Alors oui, on en parlait juste en off avant de commencer là. On s'est mis d'accord techniquement et tout, mais bon, l'avantage avec toi, c'est que tu sais de quoi tu parles au niveau technique, donc ça c'est chouette. Ouais, c'est clair. À force d'en avoir enregistré, on connaît les petits trucs auxquels il faut penser pour ne pas avoir de problème technique. Parce que je crois que c'est le gros truc qu'on a quand on lance un podcast. C'est clair. Maud, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Maud Debs. J'ai une agence de voyage qui s'appelle Trail the World qu'on a créée avec Frédéric Morand en 2018. Et donc, on propose des voyages sur des courses qui existent déjà en Europe et dans le monde. Et on propose aussi toute la logistique autour pour que les gens puissent y aller soit accompagnés, soit en liberté. Et depuis 1 an ou 2, on a développé aussi des événements en France. On en reparlera, je pense, par la suite. Et comme toi, Nico, j'ai un podcast sur le trail et l'aventure pour pouvoir partager un petit peu notre passion, qui s'appelle Ouf d'ailleurs. Très bien, parfait pour la présentation, je te remercie. Comme tu dois le savoir, puisque je crois savoir que tu m'écoutes, et Fred aussi m'écoute un petit peu, j'aime bien commencer par le début, par le commencement avec mes invités. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte dans lequel tu as grandi, Maud, s'il te plaît ? Alors, j'ai pas mal bougé. Je suis déjà une globe-trotteuse dans l'âme quand j'étais déjà enfant. Je suis née en Alsace, à Strasbourg. Et j'ai passé donc mon enfance plutôt après, à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, dans le sud de la France, à côté de Cagnes-sur-Mer, dans une petite ville un petit peu dans les terres, donc au soleil, et pas loin de la nature tout le temps, d'ailleurs souvent. Et ensuite, vers mes 10-11 ans, j'ai encore une fois bougé et je suis allée en région parisienne, du côté de la Seine-et-Marne, pas très loin de la nature. Il y a une forêt aussi à côté de chez moi. Donc,
pas mal de temps dans la nature. Je pense que je pourrais caractériser mon enfance comme ça. En extérieur, beaucoup de rando. Hein. Ça, c'était la base, je pense, de mon enfance. Même si quand t'es enfant, enfin je sais pas toi, mais moi quand j'étais enfant, les randos c'était pas du tout mon trip. Et puis au final, je me suis rendu compte que ça a peut-être été un déclencheur sur ma passion du trail d'ailleurs. Non, moi, je connaissais pas le mot randonnée quand j'étais enfant. Mes parents n'en faisaient pas, quasiment pas, donc je savais pas ce que c'était. Et toi, tu étais entouré de frères et de sœurs. Alors j'ai un petit frère. Ouais. Qui lui plutôt était dans le sac à dos, tu sais, que t'emmènes en rando, Ouais. alors que toi t'es à pattes. Et je le maudissais un petit peu. Mais bon, après, il a rapidement marché. Et on est assez proches. On a 3 ans de différence. Il s'appelle Maxime. Qu'on Et salue, salut Max alors. si, j'espère qu'il nous écoutera. Mais oui, il écoute des podcasts, alors je pense qu'il écoutera. Et ouais, on est assez proches et on a aussi, voilà, on s'amusait souvent ensemble dans la nature. Tes parents, sportifs, pas sportifs, ils faisaient de la rando uniquement? Sportifs? Alors, en gros, mes vacances, ça n'a jamais été on va en bord de mer, tu te poses sur la plage et tu lis un bouquin. Ça a toujours été, on va dans le centre de la France, dans des endroits, alors pour moi qui étais complètement paumée, mais c'était, on va dire, le Lot, la Dordogne, qui sont des régions incroyables. Magnifique. Et en fait, magnifiques d'ailleurs. Et en fait, on faisait des activités sportives. C'était canoë, rando. Voilà, il n'y avait jamais de moment où on était vraiment posé. Alors si, on va dire que les moments où c'était un peu plus calme, c'est quand on faisait des visites de châteaux ou de moulins. Mais on va dire que très actif en tout cas. Tu as dit que tu as déménagé à plusieurs reprises. C'était pourquoi? Pour des raisons professionnelles liées à tes parents? Oui, c'était mes parents qui ont pas mal bougé en fait pour leur boulot. Et donc du coup, à cette époque, je les suivais. Ils faisaient quoi tes parents? Mon père, il était business manager chez IBM il s'occupait, il gérait une équipe en informatique, on va dire, et ma mère plutôt dans la finance, comptabilité, dans le secteur du BTP. Et très sportif, attends, j'y pense, très sportif, mes parents. C'est assez dingue, mais parce que pour moi, c'est devenu la normalité. À peine j'avais 1 an, ils ont traversé la France à vélo en 15 jours. Ils ont fait Strasbourg-Biarritz, juste avec leur vélo et leur sacoche, et ils dormaient tout au long du chemin avec mon oncle et ma tante. Et ils ont fait ça 15 ans plus tard, et à chaque fois, ils ont refait d'autres traversées. Ils ont fait Biarritz-Perpignan, Perpignan, non, Biarritz-Nice. Enfin, en gros, à chaque fois, ils faisaient des traversées à vélo. Donc voilà, ça, c'est un petit souvenir que j'ai d'eux. Ah oui, donc sportif, mais sportif d'ultra-endurance. Enfin, on peut considérer ça comme de l'ultra-endurance. Et toi, comment tu les voyais, tes parents, à ce moment-là? Bah, moi, je me disais, ouais, ils vont faire une aventure, en fait. Je savais qu'ils allaient faire une aventure et que je les reverrais 15 jours plus tard. Alors, à 1 an, je t'avoue que j'ai aucun souvenir. Mais après, par la suite, pour moi, je savais que c'était leur moment entre eux d'aventure qu'ils allaient partager et qu'ils allaient s'arrêter, voir, rencontrer les locaux, aller dormir chez eux. Enfin, voilà, ça, c'était pour moi une aventure qu'ils allaient vivre, ouais. Plus que tu sais, du dépassement ou de l'ultra-endurance. Et c'est à ce moment-là que ta curiosité pour l'endurance s'est aiguisée ou tu étais indifférente à ce moment-là? Bah, je pense j'étais pas prête encore, je pense. À cette époque, pour moi, c'était un peu loin. Je pense que enfin, l'endurance et l'ultra-endurance, elle est arrivée au fur et à mesure. Quand j'ai commencé à courir, je me suis dit, tiens, j'arrive à courir un petit peu, j'arrive à faire 20 km, bon, bah, j'arrive à en faire 30, 40. Bon, et après, j'ai un peu sauté les étapes, je suis passée de 40 à 177, ce qu'il faut jamais faire, mais... Tu nous en reparleras Exactement. Plus précisément. Donc ouais, c'est plus des circonstances qui m'ont emmenée vers l'ultra-endurance. Des gens qui m'ont motivée ou j'ai motivé des gens et c'est arrivé comme ça. D'accord. Pour rester un petit peu sur la période enfance-adolescence, comment tu étais au niveau comportement tu étais ouverte aux autres ou plutôt renfermée? Ma mère, elle aime bien dire que quand j'étais petite, j'allais parler à tout le monde quand on était dans les restaurants.
je tenais pas en place et j'allais taper la discute avec des gens que je connaissais pas. Et au fur et à mesure, je crois que ça a pas changé. J'allais toujours vers les autres, avec toujours des moments où j'aime bien me retrouver seule, voilà, de temps en temps, pour faire le point, voir où j'en suis. Mais j'ai toujours cette envie d'aller rencontrer les autres. Ouais. Comment tu t'imaginais est-ce que tu avais des rêves Quand j'étais enfant, en devenant plus grande en étant enfant? des rêves de métier, des rêves De de... métier, Ouais. comment tu te voyais adulte, quoi? Euh, je me voyais, l'idée vraiment c'était, souvent je le dis, mais je voulais être chef d'entreprise, tu vois, moi, le métier que je mettais sur les petites fiches que tu remplissais à l'école. J'avais envie d'être chef d'entreprise. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être cool de pouvoir travailler et d'avoir des gens qui travaillent et de créer un truc, quoi. C'était vraiment Mhm. l'idée de création et d'emmener des gens vers ce qu'on veut. Ça te Donc venait ça, ça te venait de loin ou je sais tu pas. arrives à cibler comment dire euh, pardon, je perds mes mots, l'exemple qui t'a amené à penser ainsi? Je sais pas, je t'avoue, j'ai pas, j'arrive pas à trouver le moment où je me suis dit, tiens, j'ai vu quelqu'un qui m'a donné l'envie de ça. Peut-être que j'ai dû voir quelques exemples et de me dire, ouais, ah si, je pense que je pense que ma mère, à un moment donné, a voulu créer sa propre boîte, mais je devais avoir 10 ans, et elle l'a repoussée, je pense, et puis au fur et à mesure, elle l'a créée. D'ailleurs, elle l'a créée il y a pas si longtemps que ça. Donc, C'est dans quoi? elle l'a créé dans la formation sur la comptabilité et sur une partie accompagnement sur des chemins d'ailleurs de randonnée. Donc D'accord. peut-être que ça a guidé mon envie de créer ma boîte, sachant que effectivement je me souviens d'un dossier que ma mère avait, un classeur, tu sais, à l'époque tu tapais à la main, et t'allais voir les banques avec des classeurs, et ben en fait ce classeur je m'en souviens, donc c'est peut-être ça qui a fait que ça m'a Qui a emmené donné vers le cette déclic. envie-là, ouais, peut-être. Mhm. Et donc ensuite, comment ça se passe au niveau de l'adolescence, au niveau du lycée, tout ça, t'envoies vers quelle formation? Alors, l'adolescence, ça s'est bien passé. Je faisais du sport, alors rien à voir avec la course à pied, je faisais de la danse. J'ai voulu faire de la danse classique, j'en ai fait très longtemps, de Mhm. l'âge de 3 ans à 12 ans. Mais après, j'ai eu un moment où je me suis un peu rebellée, où j'ai dit non, je veux plus faire de danse classique, c'était trop de rigueur pour L'adolescence. moi. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, tiens, ça serait chouette de faire du trampoline. Mais le trampoline, pour moi, c'était de l'amusement et c'était pas du tout de la rigueur. Alors que le trampoline, c'est ultra rigoureux. Avant de Je monter confirme. sur... Tu en as fait? Non, ma fille est dans un club de gym, elle a 12 ans, elle a presque 13 ans, donc je te confirme que le trampoline, c'est un domaine qui est très très exigeant. Ouais, c'est clair. Et en fait, je me suis dit, ouais, je vais là-dedans. Et, euh, et en fait, j'y suis allée, je me suis pris une petite claque, c'est-à-dire qu'il fallait faire je sais pas combien de pompes d'abdos avant de pouvoir juste faire un petit saut sur le trampoline. Je me suis dit, ah oui, donc ça va être compliqué. Mais je m'y suis prêtée au jeu, j'ai continué. Et après, j'ai un peu délaissé le sport. Enfin, j'ai arrêté pendant peut-être un... Non, j'ai arrêté le trampoline, je suis revenue à la danse. Et ensuite, dans mon adolescence, j'ai perdu mon père à l'âge de 16 ans. Et donc, j'ai un peu arrêté le sport à un moment donné. Et je l'ai repris et j'ai commencé à faire de la boxe. Parce que c'était pour moi un moyen, un D'évacuer? exutoire. Exactement. Donc, en fait, j'ai décidé d'évacuer toute la frustration que ça peut avoir parce que mon père, je l'ai perdu du jour au lendemain. Le matin, j'allais à l'école, je lui disais au revoir et puis le soir, il n'était plus là. Donc, ça a été une période un peu compliquée. J'en parle pas beaucoup d'ailleurs, je pense que c'est très rare que j'en parle. Mais voilà, ça m'a amené vers la boxe pour l'évacuation, etc. Et après, je me suis lassée, j'ai un peu arrêté de faire du sport. Mais j'y suis revenue à l'âge de 25 ans où là, je me suis mise vraiment à la course à pied pour aussi euh, essayer de rester en forme, d'avoir cet exutoire aussi, qui pour moi était comparable aussi à la boxe, parce que la boxe, c'est très cardio. Mhm. Et donc, du coup, pour moi, c'était assez similaire et c'est comme ça que j'y suis arrivée. Bon, j'ai deux, trois amis qui m'ont quand même poussée, hein, à faire de la course.
Pour en revenir un petit peu à la période où tu t'es mis à la boxe, c'est intéressant ce que tu dis, ça t'a servi d'exutoire. Euh, Ça a été donc une aide hyper précieuse dans ces moments difficiles, mais au-delà de ça, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, clairement cette discipline? La boxe, la rigueur, bah en fait, ce que j'avais au final appris dans la danse, dans le trampoline, la boxe, c'est pareil, la partie rigueur, la partie, euh, comment dire, engagement, détermination. Ça, c'est des choses qu'on retrouve en fait, dans tous les sports. Et la boxe, on le voit d'autant plus parce qu'il y a la notion de combat, il y a la notion de préparation. Alors que la danse, on le voit plus comme une activité où c'est pas très compliqué, mais il y a quand même un gros travail derrière. Le trampoline aussi. Donc ouais, je pense que c'est ce genre de choses que ça m'a apporté, la détermination, la rigueur, l'engagement aussi dans ce qu'on fait. Et de pas lâcher, ça c'est important. Et donc à partir de ce moment-là, au niveau scolaire, au niveau formation professionnelle, tu peux nous dresser un petit peu le tableau de la suite? Alors je commence par un stage qui se transforme en CDI dans une société de services, donc en gros une société informatique. Elle vend des services et moi, je suis en charge de tout ce qui est marketing et commercial. Donc, c'était essentiellement du service dédié aux entreprises. Et donc, ouais, c'est ce qu'il faut faire. Et voilà, il faut faire sa place. Et puis, j'arrive à la faire au bout d'un an et quelques. Et puis, les gens, bah, là, commencent à me prendre au sérieux. Et puis, je grandis dans cette boîte. Ça va plus ou moins bien. Mais dans cette boîte, mon chef à l'époque, on va dire, comment dire, a eu des propos et a même dépassé les bornes par rapport à certaines choses qui ne se disent pas, qui ne se font pas. Et j'ai subi un harcèlement pardon, moral Mhm. par rapport à ma position. Alors, c'était une petite boîte, donc en fait, malheureusement, il y a des limites entre le privé, les choses qui peuvent se dire ou pas, et entre le pro qui dérape. Et donc, il y a des choses qui se sont pas très bien passées. Et d'ailleurs, j'en ai pas mal souffert. Ça a été un gros moment de remise en question. Et en fait, à ce moment-là, j'avais déjà commencé à courir. Et donc ça, pour moi, c'était un bon moyen, en fait, aussi, encore une fois, exutoire pour Un sortir exutoire. de tout ça, ouais. Mhm. Et d'ailleurs, ça a été un moment déclencheur parce que la course à pied, quand on évolue dans un environnement qui n'est pas forcément, on va dire, positif et qui est plutôt hostile, le fait d'avoir une porte de sortie, de courir, et ben, en fait, ça ouvre les yeux sur d'autres possibilités. Et on parlait tout à l'heure de rêves qu'on a quand on était enfant. Un de mes rêves, c'était d'aller découvrir le monde. Alors là, tu le vois derrière, il y a la carte. Il y a la carte, sur le podcast, on ne le voit pas, mais effectivement, derrière mode, il y a une map monde peinte en bleu. C'est ça. Et donc, du coup, un de mes rêves, c'était d'aller découvrir le monde. Et ces moments de course, que je faisais de manière assez fréquente, 2 à 3 fois par semaine, m'ont ouvert les yeux sur la situation dans laquelle j'étais, qui était une situation compliquée, complexe, et qu'il fallait que je m'en extrais. Voilà, c'était vraiment le mot. Et que je fasse quelque chose qui ait plus de sens pour moi. Alors, parce que dans le milieu dans lequel j'évoluais, on vendait des services pour que les gens soient beaucoup plus dépendants de leur travail, qu'ils soient beaucoup plus productifs, parce qu'ils pouvaient accéder de n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, à leurs données. Alors, c'est génial, aujourd'hui, on le fait. Business is business. Exactement. Et donc, du coup, il y avait aussi cette interrogation-là. Parce que, pour moi, à un moment donné, il y a eu un blocage. Donc, je me suis dit, là ça va pas, j'arrive... Tu sais, quand tu es face au mur, tu te dis, ouais, il y a un souci, si je continue, bah, j'explose le mur et je vais pas m'en sortir. C'était quoi? C'était un problème de valeur, à proprement parler? Ouais, de décalage de valeur? Ouais, je pense qu'il y a eu ça. Alors, il y a eu ces moments où, de harcèlement où moi, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et c'est ce qui est normal, ce qui est complètement inapproprié. Mais quand tu es dedans, malheureusement, tu ne le perçois pas de la même manière que quand tu es à l'extérieur.
Donc ça, c'était une chose. Et après, la partie valeur de est-ce que je suis prête à m'engager dans une entreprise sur le plus long terme, parce qu'il y avait une possibilité que je reprenne l'entreprise dans les années à venir. Et à chaque fois que je me posais la question, je me disais, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux apporter? Est-ce que c'est ça que tu veux créer? Est-ce que c'est là où tu veux emmener les gens? Et en fait, la réponse quand j'allais courir, c'était non. En fait, je le savais au fond de moi, mais c'est juste que j'arrivais pas Je te coupe, Maud, mais c'est rigolo que tu dises la réponse quand j'allais courir. Ça veut dire que pour toi, clairement, le fait d'aller courir, c'était le moment où tu te posais les bonnes questions et où tu faisais le point, quoi. C'est exactement ça. Parce que la vie que je menais, c'était... j'allais au boulot, je faisais 9h, 9h. Je prenais le temps que je prenais entre midi et 2, c'était pour manger ou aller courir. Parce que c'était les seuls moments que j'avais pour moi. Et donc, du coup, c'était le moment où je me disais, OK, je prends le recul sur ce que je fais. Et est-ce que c'est vraiment la bonne direction que je vais prendre? Mais en fait, elles arrivent toutes seules, ces questions. Au début, tu dis, non, je vais pas me poser ces questions. Mais on le compare souvent à la méditation. Enfin, moi, je le compare souvent à la méditation, la course à pied. Une fois que tu as enlevé la partie souffrance, hein, on dit qu'on ne souffre pas. On est dans une allure qui nous va bien, qui nous correspond. Et bien, en fait, on a ce moment de questionnement qui arrive. On se dit, est-ce que ça me correspond? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Ou est-ce que je suis en accord avec ce que je fais? Et à ce moment-là, ouais, effectivement, pour moi, c'était des moyens de résoudre, on va dire résoudre, des problèmes que j'avais. Et savoir quelle direction je voulais prendre. Donc tu changes de direction fondamentalement. Là, je mets un coup de frein à main et je pars. Alors, pas sans mal, hein, ça a été très compliqué. Comme je le disais, ça s'est pas forcément très bien fini avec mon employeur. Mais voilà, ça se finit, je pars et je mets en route. Du coup, je décide de partir 2 ans autour du monde pour aller courir. Parce que ça faisait oui, un an ou 2 que je courais et que j'avais commencé à faire des petites distances. Alors, petites distances, hein, j'avais commencé par faire un 20 km, un semi-marathon, 21 d'ailleurs. Et en fait, après, je me suis dit, si je peux faire 21, je peux faire 42. Et après, je me dis, tiens, si j'allais essayer d'aller découvrir le monde et d'aller courir en même temps. Et je me suis dit, tiens, si j'en profitais pour aller rencontrer aussi des femmes comme moi, un peu partout dans le monde, parce que si moi, je décide de faire un tour du monde comme ça au bout de 2 ans et que je suis un peu fanat de la course, est-ce qu'il n'y a pas des gens ailleurs qui ont la même passion de la course à pied ou qui ont totalement une vision différente? Mais voilà. Donc, je me suis dit, je vais aller rencontrer des femmes coureuses. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'en ai rencontré une centaine pendant ces 2 ans. Et à chaque fois, j'ai un peu... c'était le d'ailleurs, peut-être. Et c'était les débuts du podcast, tu vois. J'ai commencé... j'en ai interviewé une centaine. Et aujourd'hui, j'en ai fait un podcast. Au début, je les ai filmés. Je me suis dit, tiens, je vais en faire un podcast pour raconter leur histoire. Et j'ai rencontré des femmes incroyables. Dans les 5 continents et je peux dire qu'à chaque fois je prenais une claque monumentale sur moi, petite européenne qui s'était mise à la course à pied pour être un petit peu en meilleure forme, pour un peu échapper à certains problèmes. Dans d'autres pays, dans d'autres continents, c'était pas du tout la même problématique. C'était pour s'émanciper de l'homme, c'était pour gagner sa vie, payer l'école à leurs enfants. Enfin voilà, et donc je peux te dire que ça te remet encore plus à ta place quand tu les rencontres, ces femmes. Ça te remet à ta place ou ça te ça te sacralise un peu la discipline aussi, c'est-à-dire que tu te dis que nous on considère ça comme un passe-temps, mais à travers le monde il y en a pour qui c'est une vraie liberté et ça t'a peut-être aussi fait prendre conscience de la puissance de la course à pied. Ah oui, mais c'est incroyable, c'est-à-dire que je vois ce que tu veux dire, ça donne encore plus de valeur à la course à pied parce que, c'est vrai, nous, en anglais, ils disent « run for fun », tu vois. C'est ça, nous, on est des petits joueurs à côté. Il y en a qui en font vraiment un mode de vie et pour eux, c'est une porte de sortie vers un avenir meilleur. Donc, c'est vrai que ça met en perspective les choses, on va dire. Si tu avais à nous raconter, alors je sais que ça va être compliqué,
parce que ça a été 2 ans, mais si tu avais à nous Ouais. raconter une anecdote ou une histoire sur ces 2 années qui te viendrait à l'esprit. J'en ai plusieurs qui m'ont marqué. Bon, alors, elles ont toutes une histoire un peu particulière, mais j'en ai plusieurs qui m'ont marqué. Il y a Parul, c'est une Indienne que j'ai rencontrée et que j'ai même revue quand je suis repartie en Inde, d'ailleurs, après mon voyage. C'est une femme qui s'est mise à la course à pied et ça m'a touchée aussi parce que même si c'est pas la même chose, elle a un parcours de vie qui elle m'a touchée parce qu'elle a perdu son mari subitement en Inde d'ailleurs pour une erreur médicale. Enfin, c'est terrible. Et en fait, elle a pris la course à pied comme une ligne de vie. C'est-à-dire que sans ça, aujourd'hui, elle aurait eu du mal à avancer. Et en fait, ça m'a énormément touchée parce que elle s'est raccrochée à ça, ses amis l'ont accrochée à ça, et aujourd'hui, elle a un métier à côté, mais elle a écrit un livre sur ça. Elle a écrit un livre sur comment elle a réussi à changer sa vision de la vie. Et cette femme, elle est rayonnante. Et pourtant, elle a vécu un moment tragique qu'on souhaite à personne. Et ça m'a énormément touchée parce que je me suis dit que voilà, la course à pied, ça fait faire des choses incroyables. Je pense aussi à Daniela, c'est une Brésilienne qui est juge et en même temps, elle est grande sportive. Alors, elle fait de la course à pied, elle a gagné plusieurs fois, elle a fini 2e sur un Ironman. Et en gros, elle a un métier de dingue. Et en fait, elle a une fille et elle arrive à s'entraîner et à gagner des compétitions. Et en fait, elle fait ça pas pour l'argent, elle fait ça pour son bien-être. Et elle arrive quand même à gérer tout ça. Et ça, pour moi, je me suis dit qu'il y avait quand même des personnalités qui étaient hors du commun. Et cette personne-là, je l'ai rencontrée parce que j'ai rencontré une femme en courant dans une course. On était 100 au départ au Brésil. 2 minutes plus tard, on échange au numéro. Elle me dit « Viens chez moi pendant 3 jours si tu veux. Je t'accueille et je te présente mes amis. » Et elle s'appelle Juliana, d'ailleurs, cette femme. Et d'ailleurs, j'en ai rencontré 4-5 qui avaient des parcours juste géniaux. Donc, à chaque fois, la course à pied, je trouve que ça a créé beaucoup de liens. Ça crée énormément de liens, mais je pense que comme tout sport, à partir du moment où on arrive dans un pays, dans un endroit, et qu'on parle d'un sport, et si on retrouve d'autres personnes, il y aura ce lien imaginaire qui va se créer et qui va créer cette connexion unique et qui est juste incroyable. Est-ce que ces 2 ans t'ont fait changer profondément? J'imagine que oui. Mais dans quelle mesure tu es revenue différente de ces 2 années et avec quel projet et avec quelles envies dans les bagages? Oui, alors, il y a quelque chose qui a changé. J'en parle, c'est quelque chose de notable. Alors, tu sais très bien que quand tu pars, moi, je l'ai vu. Quand je suis partie 2 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 vies. Je suis revenue, j'ai l'impression que les gens n'avaient pas forcément changé. Et pourtant, chacun a évolué. Hein. Mais j'ai senti un petit décalage. Parce que j'avais vécu tellement de choses, je voulais partager tellement de choses. Et en même temps, c'était très compliqué parce que chacun a continué sa vie. Il y a quelque chose que j'ai changé, c'est que j'ai arrêté de manger de la viande. Je suis devenue végétarienne avec ce tour du monde, donc ça m'a changé. Moi qui étais une grosse viandarde, je ne me voyais pas ne pas manger de viande. C'était pour moi inconcevable d'ailleurs. J'ai changé d'avis au cours de mon voyage dans certains pays, notamment en Inde. Ça prend tout son sens étant donné qu'il y a énormément de gens, alors sur une partie de l'Inde, dans le nord plutôt, qui sont végétariens. Et que tu te rends compte que c'est totalement possible de vivre comme ça. Après, ça a changé ma vision des choses. Je me suis dit, je pars, mais j'ai pas envie de revenir pour refaire la même chose. Parce que j'aurais pu me dire, il y a plein de gens qui font ça, et aucune critique là-dedans, hein, mais qui partent 2 ans ou 1 an, et après qui reprennent une vie comme avant. Mon objectif, c'était de me dire, ok, je l'utilise comme tremplin. Ce voyage. J'en fais quelque chose et j'essaie de... Tu es partie avec cette idée-là avant de t'en servir comme tremplin? Tu avais cette idée-là? Je me suis dit qu'il fallait pas que je revienne au point de départ. Parce que pour moi, le revenir au point de départ, ça aurait été un peu compliqué parce que je me suis dit, je vais revenir dans la vie que j'avais, refaire les mêmes choses et du coup, à un moment donné, ça allait rebloquer.
Mais je pense que de toute façon, ça s'est affiné au fur et à mesure des pays dans lesquels je suis allée, des personnes que j'ai rencontrées. Et en rentrant, effectivement, je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse un tremplin. Et c'était pendant mon voyage que Fred m'a contactée, parce que lui avait déjà une idée derrière la tête. Et il avait commencé à créer une association qui s'appelle Trail the World. Alors, Et, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Fred, nous dire qui est ce monsieur? Alors Fred, c'est mon associé et mon compagnon dans la vie pour l'agence de voyage Trail the World. Et en fait, à ce moment-là, on ne se connaissait pas. Donc c'était en 2016, juste avant que je rentre. Il prend contact avec moi parce que j'avais créé une page sur mon projet. Et il me dit, tiens, je veux faire une interview sur toi parce que tu voyages dans le monde et tu cours. Et, lui faisait quoi à l'époque? Alors lui, il coach en trail, il bossait dans un magasin à Genève et il avait créé cette association Trail the World. Et il me dit, voilà, l'association que j'ai créée, ça s'appelle Trail the World, donc toi tu cours dans le monde, il y a quelque chose à faire. Et en fait, je me rends compte que il commençait à aider certaines personnes via une agence de voyage à voyager et à découvrir certains trails. Et je me suis dit, mais c'est trop génial, ton idée est cool. Enfin, lui aussi, en gros, on commence à comprendre qu'il y a le courant qui passe bien. On fait cette interview, par écrit d'ailleurs, je crois qu'on ne s'était pas eu en ligne. Et je me suis dit, tiens, en rentrant, je pense que ça serait bien que je le rencontre et qu'on voit si le courant passe et si on peut essayer de faire quelque chose. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. On a pris un café. Lui habitait à Annecy à l'époque. Il est remonté voir ses parents en Normandie. On se rejoint à Saint-Lazare dans un café qui s'appelle Le Lazare. On prend un café et on discute et on se dit, moi je lui explique ce que j'ai fait. Et puis on en parle et on se dit, tiens, ça serait peut-être bien de faire un voyage test. On emmène des gens et on voit si ça fonctionne. Je connaissais le Chili, dans le pays dans lequel j'étais allée courir, dans le sud du Chili, à Torres del Paine. Donc là, en bas, là, tiens, si tu vois ici. je le vois à l'écran. Voilà. Désolé pour les auditeurs. Tout au sud de l'Amérique du Sud, de l'Amérique du Sud. Voilà, dans le parc de Torres del Paine. Et on se dit, on emmène des coureurs là-bas. On teste et on voit si ça fonctionne. Donc on prend... Est-ce que je te coupe encore une fois, oui. moi, désolé, mais il avait déjà organisé des voyages trail ou c'était en prévision? C'était il avait accompagné, donc il accompagnait des coureurs parce qu'en fait, il avait vu... Alors c'était, je crois, en 2015, lors de la Transvulcania, il s'était rendu compte qu'il n'y avait pas du tout d'informations. Pour les Français, c'était vraiment horrible. Et donc, il a voulu emmener des personnes une première fois. Alors, en passant par une agence de voyage, ils ont organisé ça avec Jonathan à l'époque, un de ses amis. Et donc, il avait juste organisé là-dessus. Et en fait, on s'est dit... faut qu'on voit si ça fonctionne de travailler ensemble parce que on se connaît, on sait pas trop comment ça va évoluer, mais ça serait bien de tester. Et en fait, on teste et ça se passe très bien. On fait partir 4-5 voyageurs et on se dit, ok, maintenant, on lance notre agence de voyage. On la lance et on se spécialise là-dedans et on propose ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer l'agence de voyage. Donc, on l'a créé en fin 2017 et on a eu l'agrément agence de voyage parce que c'est important de préciser ça. Pour pouvoir organiser des voyages, il faut avoir cet agrément-là qui prend du temps. Ça m'intéresse, Maud. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cet aspect agrément d'agence de voyage? Alors, l'agence de voyage, en gros, pour pouvoir vendre des voyages, il faut que tu aies un numéro, on va dire, d'agent de voyage. Et ce numéro d'agent de voyage, t'es émis par un organisme qui s'appelle Atout France. Et en fait, pour avoir ce numéro d'agence de voyage, il faut que tu aies une garantie financière, c'est-à-dire quelque chose qui assure les voyageurs d'être pris en charge s'il y a le moindre problème au niveau de la gestion de l'agence de voyage. Je prends l'exemple, je ne sais pas si tu as entendu parler de Thomas Cook. Tu sais, il y a eu une histoire il y a 2 ans, je crois. Non, ça te parle? En fait, Thomas Cook, une des plus grandes agences de voyage au monde, a fait faillite. Donc, il y avait 200 000 personnes, on va dire, j'ai plus le chiffre exact, qui étaient perdues dans le monde entier. Sauf que, en fait, la garantie financière, elle te permet,
parce que c'est des choses que les agents de voyage payent, comme une sorte d'assurance Mhm. qui te permet de rapatrier tous tes clients en cas de problème de gestion. Alors, pas que, hein, mais en gros, c'est une des grosses caractéristiques de la partie agence de voyage. Et une fois que tu as cet agrément aussi, tu as une sorte de... comme toute entreprise, tu as une responsabilité civile à payer aussi, qui derrière assure l'ensemble du voyage, parce qu'en fait, quand on parle de voyage, c'est à partir du moment où tu vends un billet d'avion, un hébergement, et après un repas, etc. Mais on va dire l'hébergement et le transport, c'est les 2 critères qui définissent ce que tu vends du voyage. Donc en fait, tu as besoin et de cette garantie financière et de la partie assurance responsabilité civile et du numéro du coup pour pouvoir être agence de voyage. Et donc pour resituer un petit peu le contexte de Trail the World, vous décidez de vous lancer dans la création de cette agence de voyage, vous obtenez l'agrément avec comme idée initiale de dire on va faire une agence de voyage spécifique pour les courses de trail ou des off. Explique-nous un petit peu Alors d'abord, le concept. l'idée c'était que d'accompagner sur des courses que nous on connaissait. Parce qu'en fait, on s'est dit, si on envoie des gens sur un endroit, c'est qu'on connaît. Alors, c'est aussi d'amener les gens à découvrir l'endroit dans lequel ils voyagent. C'est pas juste, on va faire la course. Enfin, on prend l'avion, on va faire la course et on rentre à la maison. L'idée, c'était de se dire, on part vraiment et on découvre cette région, ce pays, les coutumes locales, les choses à faire, pour qu'on puisse vraiment s'en imprégner. Donc, en fait, on prenait le trail comme prétexte pour aller voyager. Au départ, on devait accompagner l'ensemble des voyages qu'on proposait. Sauf qu'en fait, t'imagines bien, si on propose une vingtaine de voyages, ça veut dire qu'au final, l'entreprise, quand on est en train d'accompagner, elle ne peut pas être... on ne peut pas la développer parce qu'il y a énormément de choses derrière à gérer pour une entreprise. On ne peut pas être au four et au moulin. C'est ça, exactement. C'est le mot. Et donc du coup, on a fait évoluer les choses. Forcément, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible d'accompagner tous les voyages. Donc, on a proposé, oui. Je m'excuse, mais vous étiez que 2 au départ. On n'était que 2 au départ. On n'était que 2. Alors, on a une aide sur la partie financière aussi. Ça, c'est la partie administrative où là, nous, on ne gère pas. Mais on est aidé à ce niveau-là. Mais on n'était que 2. Et oui, donc du coup, t'imagines bien si un accompagne ou les 2 accompagnent, c'est un peu plus compliqué. Donc, on a proposé des voyages en liberté. Là, c'est-à-dire que les gens, ils se disaient, je veux partir en Italie faire tel trail. J'ai une solution logistique où en fait, on prend tout en charge. Comme je te disais, billets d'avion, hébergement, repas, activités. En fait, c'était à la carte. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait énormément de gens qui venaient nous voir en disant, en fait, moi, j'ai des congés à telle période. Je veux aller dans tel pays. Je veux faire telle distance, j'ai un budget de temps. Donc en fait, on a développé beaucoup la partie sur mesure. Donc là, on disait aux gens, venez nous voir, parlez-nous de votre projet. Et nous, derrière, on se charge de vous proposer toutes les possibilités, oui ou non. Et alors en fait, la partie off, t'en as parlé, on a aussi développé cette partie-là en se disant, si tu veux faire une traversée, mais que tu n'as pas envie de te trimballer ton sac pendant 3-4 jours ou même une semaine, on peut te l'organiser. Donc, c'est comme ça qu'on a développé des séjours à Madère, des séjours dans les Munros au Royaume-Uni, en Slovénie. Voilà, c'est des petits séjours qu'on a développés où là, les gens partent en liberté, encore une fois, mais ils n'ont pas besoin de courir sur une course parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas aussi participer à des courses. Donc, on a vraiment adapté en fonction de ce que les gens nous renvoyaient comme information. L'idée, c'était vraiment de ne pas que proposer ce que nous, on voulait. C'était vraiment de s'adapter aux besoins des trailers et des traileuses. Petite question, si un client arrive et qui n'est pas trailer du tout et vous propose et vous demande d'organiser un voyage qui n'a aucun rapport avec le trail, vous acceptiez? Vous acceptez encore? Oui, en fait, l'agence de voyage, tu peux vendre tout voyage, on va dire. Donc on n'est pas limité. Si la personne n'est pas ultra trailer et ultra traileuse et qui veut faire même une randonnée, ça c'est totalement possible, c'est totalement envisageable. Donc ça, en fait, on n'est pas limité. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres, s'il te plaît, sur les voyages que vous avez organisés? Donc ça fait quoi, de 3 ans maintenant? Oui, alors on enlève l'année blanche, on va dire. Oui, on en parlera juste un petit peu après, si tu veux bien. Oui, ça fait 3 ans, exactement. Ça fait 3 ans. Ouais. Alors, on a fait voyager, je te dirais, entre 100 et... Ouais, je dirais plus d'une centaine de personnes.
D'accord. sur l'Europe, à l'autre bout du monde, pas trop loin aussi. On a même proposé des voyages un peu plus proches. Mais ouais, à peu près une centaine de voyageurs sur les 2 ans. D'accord. On imagine bien entendu que cette année 2020 et le début 2021, ça a été très compliqué. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, tout à fait. Alors, on avait l'année 2020 pour nous, c'était l'année où on allait proposer voilà, de nouveaux voyages sur mesure. On avait déjà même quasiment atteint le chiffre d'affaires qu'on avait fait l'année précédente, donc ce qui était très Mhm. positif pour nous, alors qu'on était vraiment en début d'année 2020. On avait aussi voilà, engagé des partenariats sur des voyages avec d'autres sociétés. Donc, ça a été pour nous un coup d'arrêt. Donc, on a dû Mhm. dire à tout le monde, on décale, on annule, on reporte à l'année prochaine. On rentre. En fait, au moment où on a été confinés, on finissait d'accompagner le voyage à Gran Canaria. On accompagnait un groupe de 10 personnes. On rentre. 2 jours après, on est confiné. Donc ça a été gros stop. Donc on a complètement tout arrêté sur la partie voyage. Mais heureusement, en fait, on avait déjà commencé à initier la partie événement. En 2019, on avait commencé à le lancer. On s'est dit, voilà, en 2020, on lance un événement, notamment l'Infinity Trail, qui est une Mhm. course en boucle. Et en fait, on s'est un peu appuyé là-dessus. On s'est dit, bon, ben voilà, sur ces événements, ça sera organisé par la suite. Et on s'est dit aussi, c'est là où, en fait, pendant le premier confinement, l'idée est née du Trail de France. C'est-à-dire qu'on s'est dit, les gens ne peuvent plus voyager, ne peuvent plus partir à l'étranger. Bah, si on les faisait voyager, mais en étant en France. Donc c'est pour ça qu'on a créé le Trail de France en plusieurs étapes, dans plusieurs régions et dans plusieurs massifs de France, pour que les gens se disent, j'ai l'impression de partir en voyage, mais sans aller très loin. Et en fait, Mhm. on voulait faire aussi un petit clin d'œil au Tour de France qui aussi parcourait l'ensemble des routes, pas des sentiers, parce que en vélo, ça serait Un un peu vélo de route, c'est impossible. compliqué. C'est ça. Ça serait compliqué. Donc voilà, l'idée est née là-dessus parce qu'on s'est dit, il faut qu'on arrive à faire voyager toujours les gens. C'est ça, en fait. Notre objectif, c'était de se dire, il faut que les gens puissent quand même, à un moment donné, s'évader, avoir cette liberté de loisir, on va dire. D'accord. Donc c'est un peu comme ça qu'on a développé cette idée. D'accord. Pour en revenir un petit peu à l'agence Trade the World, est-ce que tu pourrais, là encore, si tu devais en retenir un, un de vos plus beaux moments en tant qu'organisateur, en tant qu'agence de voyage? Bah, ça va être difficile d'en dire un, mais en fait, il y a des moments en fait, qui sont marquants. C'est quand on accompagne et qu'on suit un coureur et une coureuse et qu'on retrouve un ravitaillement et qu'on lui apporte, je sais pas moi, de l'eau, euh, un aliment qu'il ou elle voulait manger absolument et qui a le smile et qui se dit waouh super, ça fait trop plaisir de te voir, et tu sens que comment dire, t'es accueilli comme si t'étais son meilleur pote, Mm. alors que t'es Mm. juste là pour l'aider. Et au moment où ils arrivent, tu te dis ça y est, la mission elle est remplie, et tu les vois heureux, même s'ils ont souffert, tu les vois heureux, et ça pour moi c'est la plus belle des récompenses, ouais. Dans la majorité des cas, vous déplacez, vous envoyez quelqu'un sur place pour faire un accompagnement personnalisé du trailer, ou c'est tout à distance? Là, tu viens de dire que vous ameniez de l'alimentation sur les ravitaux, etc. Vous accompagnez aussi les coureurs en perso. Oui, alors quand on accompagne sur les voyages où on est présent, on suit la course. Et c'est ça aussi qui est le plus retenu par les voyageurs. En plus Mhm. du voyage, etc. Ça, c'est des moments marquants. Et, et tu sens que c'est quand même un petit plus de retrouver quelqu'un en plein milieu de la nuit. Alors, je m'en souviens d'un truc que j'ai fait. On était en Turquie. Il a fallu rejoindre un ravitaillement. J'avais une voiture qui n'était pas faite pour les chemins de Turquie. Donc je la pose, et en fait j'étais avec un autre coureur parce qu'on allait chercher un coureur qui faisait de la plus longue distance. Je pose la voiture, et en fait on commence à aller vraiment dans le noir, dans la forêt. Donc avec
une frontale à moitié. Et on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas par là. Et on se dit, mais là, par rapport au temps estimé, ça va être compliqué d'arriver à temps. Donc au final, on commence à se rendre compte que le temps passe. Là, on se dit, ok, on rebrousse chemin. On se rend compte qu'il y a un chemin plus bas. Donc je prends la voiture, je monte sur cette route qui est à moitié cabossée avec une voiture très basse. Alors je pense que c'était une Golf et il y avait des cailloux qui devaient être de cette taille-là. Donc je priais pour pas péter un truc, mais j'y allais quand même. Et à un moment donné, on arrive à croiser 2-3 coureurs et on leur demande voilà, où est le ravitaillement, parce qu'on l'avait sur le point, mais on n'arrivait pas trop à le trouver, étant donné que le GPS ne fonctionnait pas super bien. Donc on tourne, et là on arrive sur ce ravitaillement, et véridique, je gare la voiture, je serre le frein à main, je sors de la voiture, le coureur qu'on attendait était là. Et là je me suis dit, mais voilà, ça c'est du just in time, comme on dit. Et ça, ouais, c'est des bons souvenirs, parce que tu te dis, ça aurait pu capoter à 3 secondes près, et au final, ça s'est très bien passé, quoi. Qu'est-ce qui est le plus difficile en étant agence de voyage spécialisée dans le trail, hein, Covid mis à part, hein, bien sûr. Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Dans l'organisation du voyage, en soi, c'est pas compliqué. Je pense que c'est d'inspirer confiance. C'est-à-dire que quand tu es nouveau, il faut que tu montres, il faut faire ses preuves, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, il faut montrer que ça fonctionne, que ça marche, qu'on est là. Parce que être là, c'est aussi quand tu organises un voyage à l'autre bout du monde et que tu n'es pas là, et que quelqu'un crève un pneu et te dit j'ai appelé l'assistance, mais ça fait 2 heures que j'attends, il faut que tu l'aides. Et ça s'est vraiment passé, parce qu'on a eu une cliente qui avait crevé en plein milieu de l'île d'Hawaï, et je peux dire que quand tu fais 100 km en plein milieu d'Hawaï, tu es complètement paumé. Enfin, d'une des îles d'ailleurs. Et donc c'est essayer d'inspirer confiance et d'être là au bon moment pour pouvoir être sûr que tout va rouler pour le client. J'ai l'impression que le voyage a changé de dimension. Avant, on était plus sur des voyages généralistes, hein, où tu choisissais ta destination, où tu choisissais ou un club, ou un hôtel, ou une croisière, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se dirige plutôt vers des voyages à thème. Notamment, j'ai écouté récemment un épisode de podcast avec le fondateur de Planet Rail, qui organise des voyages spécialisés dans les road trips en moto. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu dans la même lignée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on choisit un voyage en fonction de ses passions plutôt que de la destination. C'est vrai. En fait, je pense que le constat qu'on avait fait, nous, et qu'on fait aujourd'hui, c'est que aller, on va dire, checker sur sa checklist, tiens, je suis allée voir tel et tel endroit, j'ai fait telle et telle chose en un temps record, on n'a plus envie de le faire. Et on n'a plus envie de faire que, on va dire, poser nos fesses sur une serviette. Ou visiter des musées. Voilà, c'est ça. Pardon. On a envie de vivre une expérience. Et je pense que c'est l'expérience qui va être importante. Alors là, tu parlais de la partie moto. Mais en fait, ça peut être sur de la voile, ça peut être sur du kite. Vraiment, ça peut être sur tout thème. Et je suis d'accord. Et la chose qui rejoint ça, c'est vraiment la partie expérience. Quelle expérience je vais vivre et quel souvenir je vais créer. Je pense que les gens, ils sont en recherche de ça aujourd'hui. On va changer un petit peu de partie. On va passer, tu en as parlé tout à l'heure avec l'Infinity Trail, la partie organisation des courses. Oui. Vous organisez donc l'Infinity Trail, c'est le circuit officiel des backyard ultra en France. Alors je rappelle pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la backyard, c'est un parcours une boucle de 6,7 km. Il y a un départ toutes les heures et il faut faire la boucle en moins d'1 heure. Et tant qu'on arrive à faire une boucle, on peut reprendre le départ sur la boucle suivante. Donc j'ai un petit peu décrit le concept, mais est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons vous vous êtes lancé dans l'organisation de backyard en France ? Eh ben, c'est à cause ou grâce au podcast qu'on a créé avec Fred. On interview Guillaume Calmette, qui est le seul Français à avoir fait les 3 tours de la Barclay. Qui fait 3 boucles sur 5, ce qui est assez costaud pour cette course. Et on l'interview. Donc on passe 1 heure avec lui, etc. Et il nous parle de ce format-là. Il parle même d'un format où il faut
faut faire 800 mètres, faut faire un tour de 800 mètres et puis pendant 6 jours. Et là, on se dit, mais c'est quoi ces formats de dingue? C'est quoi ce format backyard? Donc, on se renseigne et on se rend compte qu'il y a certaines courses qui existent un peu partout. Et il y a donc cette grande finale qui a lieu aux États-Unis. Et on regarde, mais en France, il n'y en a pas. Donc on se dit, tiens, on va essayer de voir si on peut créer ça. On va voir quels sont les critères de base à avoir pour se lancer. Et en fait, donc on contacte, on contacte Lazarus Lake, et on lui dit, voilà, on veut organiser notre backyard. Comment ça se passe? Et il nous envoie une liste avec 10 critères. Il nous dit, attends, voilà. Je te coupe 2 secondes, mais tu me dis comme ça, tout simplement, on contacte Laz. Oui, alors, oui, comment ça pardon. s'est passé? C'est vrai, comment ça s'est qu'en passé, fait, c'est vrai que ça paraît tu un dis peu ça bizarre. naturellement, mais... Oui, alors, parce que Laz, c'est une personne effectivement très compliquée. Alors, c'est compliqué à voir, et en même temps, on contacte pas Laz, on contacte quelqu'un qui travaille avec lui, et en fait, au final, on arrive à avoir Laz. Parce qu'effectivement, Laz est une personne très compliquée à voir. Après, il faut essayer de trouver, je pense que à chaque fois qu'on a posé la question, les gens nous ont dit que voilà, c'était facile, et nous, en tout cas, on y est arrivé. Mais pas pour la Barclay, on leur a pas dit on veut participer à la Barclay, on l'a dit on veut organiser une course. Et donc, ils nous envoient cette liste. Et donc, on se dit, ok, c'était la boucle de 6,7 km. Alors, pourquoi 6,7 km, c'est important? Parce qu'en gros, au bout de 24 heures, tu fais 160 km. Et en fait, c'est 100 miles, la distance mythique aux États-Unis. C'est pour ça, en fait, qu'à la base, Lazarus Lake l'a créé, parce qu'il voulait tester les capacités physiques et mentales des coureurs et voir jusqu'à où ils pouvaient tenir. Donc, en fait, on se lance là-dessus et on se dit, le temps qu'on organise tout ça, on prévoit ça pour l'année prochaine. Et c'est comme ça qu'on a commencé à créer cette course avec ce critère-là, donc les 6,7, avec un peu de dénivelé. Il n'y avait pas de droit d'assistance sur le parcours, ça c'était une règle de base. Et un point de départ, un point d'arrivée unique. Donc, en fait, c'était assez simple d'organisation par rapport à d'autres courses. Mais il fallait juste trouver un parcours. Donc, on a cherché un parcours en Normandie, là où Fred est originaire. Il y a son père qui organise depuis des années un trail, et donc du coup il connaît parfaitement les chemins. Il nous trouve un parcours et on se dit voilà, l'année prochaine on le lance. C'est comme ça qu'on a lancé cette course. Si je dis pas de bêtises, il n'y en avait pas d'autres en France. Vous étiez les premiers. Alors on a lancé en premier l'événement, et en revanche, ce qui s'est passé, c'est que en parallèle, il y a Benoît Laval qui lui l'a créé et on va dire la sortie avant. Mais nous, en fait, le moment où on l'a lancé, c'était avant. Après, voilà, il l'a fait en octobre, et nous, du coup, on avait prévu de la faire en mai 2020. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on était les premiers, mais on n'a pas été les premiers à l'organiser. Alors là, je vais poser la question, je vais la poser quand même, même si elle est peut-être difficile à répondre, mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal, vous qui êtes trailer passionné, en termes d'esprit, la backyard en rapport avec le trail running? Le trail running, c'est quand même symbole de liberté, de découverte. Là, tourner sur une boucle de 6 km, c'est un peu paradoxal avec l'esprit trail. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis totalement d'accord, parce que moi, personnellement, tu me la ferais courir, je te dirais non. Mais parce que j'ai besoin d'avoir une montée, une descente, de ne pas refaire le même chemin. Et pourtant, c'est quelque chose qui permet aussi de rendre accessible le trail à des personnes qui auraient peur de se lancer dedans. Parce que tu as la notion de... C'est rassurant. Exactement, de sécurité. Tu sais que tu vas d'un point A à un point B qui est le même point de départ et le même point d'arrivée. Alors que quand tu pars sur un trail, qu'il soit long ou moins long, tu sais que tu vas passer par des ravitaillements, et tu sais que tu peux être à 2000 ou moins, mais ça peut être peut-être stressant pour quelqu'un qui ne s'est jamais lancé dans des courses de montagne notamment. Et même, on va dire, même si tu es sur du plat, à un moment donné, si tu vas tout droit, ça peut être très, très fatigant, parce que tu ne sais pas où tu arrives, où tu vas. Donc sur ça, je pense que c'est un côté rassurant. Et après, ça te permet aussi de tester tes limites, de voir aussi jusqu'où tu es prêt à aller. C'est-à-dire que tu tiens 1 heure, tu tiens 2 heures. Et tu as ce côté où tu te dis, si tu arrives à tenir une boucle de plus, tu vas réussir à te surpasser. Et sur cette partie-là,
le trail running, il y a l'esprit de dépassement de soi. Mais sur la partie effectivement de liberté, je le comprends. Mais du côté organisateur, c'est ultra intéressant de voir cette course aussi parce que tu as l'impression alors, d'être encore plus dans une bulle et même tu vois encore plus les coureurs. Parce qu'en gros, tu sais qu'ils vont revenir dans 1 heure. Tu vas pouvoir en apprendre plus sur eux. Il y a plus d'interactions. Il y a énormément d'interactions. Nous, on a passé l'année dernière qu'on l'a organisé, même si on a dû le décaler en juillet. À ce moment-là, on pouvait organiser cette course-là. On a passé 30 heures à découvrir chacune des personnalités qui ont couru ce trail et on s'y attache. Et on s'y attache vraiment. Donc ça, c'est l'esprit du trail aussi, on va dire de famille, de connexion, de lien. Donc sur la partie liberté, non, mais sur les autres points, on l'a un petit peu. Ça me fait penser un petit peu à ce qu'on disait avec Eric Lavry quand il parlait du 24 heures sur piste, où il disait qu'effectivement, d'un point de vue extérieur, ça peut donner l'impression d'être des hamsters qui courent dans une cage, mais au niveau des interactions et des relations entre notamment les coureurs, c'est complètement différent et c'est une expérience incroyable à vivre. Donc tu confirmes bien ça, quoi. Oui, tout à fait. Comment ça se passe donc du coup cette première édition de la Backyard? Et déjà, c'était où? Alors tu nous as dit en Normandie, pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé? Alors c'était en Normandie, à Pavie, juste à côté de Rouen, à 20 minutes. Ça s'est très bien passé. Alors on avait moins de personnes que prévu parce que comme on a décalé, que c'était un moment de l'été, les gens n'étaient pas forcément tous disponibles. Donc il y avait une 50aine de personnes au départ. On lance le départ. Alors, on a mis en place un certain nombre de règles, les masques au départ, à l'arrivée, que les gens ont super bien respecté d'ailleurs. Tout le protocole quand les gens rentrent dans le ravitaillement. On avait proposé des fruits qui ne s'ouvrent pas. Enfin, vraiment, on avait pensé à toutes les petites choses pour éviter qu'il y ait qu'on crée un cluster parce que c'était un peu forcément l'interrogation qu'on avait quand tu organises une course et que tu te dis c'est la sortie du confinement, ça reste organisable, mais tu as toujours peur de ça. Donc nous, en tant qu'organisateur, on avait bien pensé à ça. Alors, pour les coureurs, ça a été une course assez chaude parce qu'il a fait très, 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 très chaud pendant ce week-end-là. Donc, ils ont un peu souffert. Mais voilà, il y a des épisodes de pluie. Pour nous, c'était assez intéressant parce que pendant... c'était assez intéressant. Ça peut être long, hein, mais pendant 12 heures, il y a eu quand même pas mal de monde qui est resté. Et puis au fur et à mesure, les gens sont partis. Et il y en a 4 qui sont restés pendant 7 heures. Donc 7 heures à ne pas lâcher. Et ce qui est marrant, c'est que dans ces courses-là, comme je disais avant, c'est qu'il y a une partie physique et une grosse partie mentale. C'est à partir du moment où il y en a 2 qui ont lâché, et la course, elle n'a pas duré aussi longtemps que prévu. Parce qu'en fait, c'était vraiment qui lâchera en premier. Et je crois que c'est Claire qui gagne chez les femmes, si je dis pas de bêtises, ou Claire Banworth. Alors, c'est Claire qui gagne. Claire Banworth qui gagne chez les femmes. Et c'est Martin Perrier qui gagne en 30 heures. Alors lui, il avait une famille de folie qui l'a accompagné. C'était des supporters. Il y avait des trucs gonflables, une tente. Enfin vraiment, en fait, pour te donner l'image, c'est une sorte de gros camping qu'on avait mis en place. Donc on avait délimité vraiment des zones de campement. Et chacun était arrivé avec sa tente. Mais Martin, lui, était arrivé avec toute sa famille. Alors il chantait, il dansait. Ils avaient commandé des pizzas. Enfin, c'était vraiment... on avait l'impression que c'était une vie entière qui se passait pendant ces 30 heures et tout le monde se relayait. Et chaque personne qui était coureur avait un ou plusieurs personnes. Il y a même des gens qui ont fait leur barbecue. Enfin, vraiment, ils sont arrivés avec leur barbecue. Ils faisaient leur barbecue pour les ravitaux. Donc ça, c'était génial. C'était un moment une petite bulle pendant cet été un peu spécial. Juste pour information, je vais vous donner un petit peu les records pour ce type d'épreuve. Donc c'est chez les femmes, c'est Courtney Dauwalter en 2020 qui a fait 68 boucles pour l'équivalent de 456 km. Karel Sabre chez les hommes qui a réalisé 75 boucles pour 503 km.
Et au niveau national, chez les Français, c'est donc Claire Banwars en 2020 chez vous qui a fait 41 boucles et Guillaume Calmette en 2017 qui a fait 59 boucles pour 396 km. Voilà un petit peu les... Alors, elle a fait... oui, 41, alors, 41 boucles, elle l'a fait, oui, pendant la finale, effectivement. Elle l'a fait pendant la finale qu'on avait organisée avec Benoît en Chartreuse, oui, tout à fait. Et elle a fait son record, ouais. Tu peux nous expliquer, du coup, vous aviez plusieurs épreuves en 2020 de ce type? Alors, en fait, normalement, ce qui se passe, c'est que dans le circuit, l'idée, c'est qu'il y a des épreuves qualificatives qui donnent une pièce d'or. C'est un golden ticket pour accéder à la finale qui a lieu aux États-Unis. Sauf qu'en 2020, c'était impossible de voyager aux États-Unis. Donc, ce que Laz a pensé avec d'autres organisateurs, c'est d'organiser une finale mondiale, mais par pays. Donc, en gros, tous les participants de chaque pays qui étaient sélectionnés, soit par une backyard qui avait eu lieu dans le pays, soit par les organisateurs, donc entre autres nous et Benoît, on choisissait la Team France pour concourir contre les autres teams. Donc on a contacté les bons coureurs et les bonnes coureuses qui ont participé à nos backyards. Et après, on a fait un appel à candidats en disant voilà, envoyez-nous votre CV, votre pédigré des choses que vous avez faites et on vous mettra dans la team. Et on a eu des profils assez incroyables, notamment, je pense, alors elle n'a pas pu venir, mais c'est Daphné de Rouge qui est une grande ultra-traileuse qui a fait notamment la Spine Race au Royaume-Uni, qui fait à peu près plus de 400 km, d'ailleurs 500 je crois. Et elle a fait des courses de folie, des raids d'aventure. C'est une fille un peu folle, mais qu'on adore. Et donc, on a créé cette team qu'on a constituée de 14 personnes. Il y avait Guillaume Artus, il y avait Guillaume Calmette, il y avait Christian Mauduit aussi, qui d'ailleurs est la personne qui a fait le plus de tours en France, qui est un champion de double DK Ironman, donc ça veut dire 20 fois un Ironman, ce qui est un peu fou. Là, quand on pense à l'hamster, on y pense vraiment. Voilà, ce genre de personnalité était présente et c'était un événement assez unique parce que donc tout le monde partait à la même heure, comme pour les backyards, sauf qu'en fait, il y avait un top qui était donné depuis les États-Unis. Donc, on était en Zoom. Donc, il y avait un petit écran où on voyait le compte à rebours avec les caméras de chacun des pays. Et en fait, on voyait quand était le départ et tout. Et en fait, il y avait une genre de feuille de score. Et on envoyait tous les temps à chaque fois aux responsables. Et en fait, c'était mis à jour. Et en fait, dès que les gens abandonnaient, tu vois, on voyait qui partait. Et en fait, dans ce principe-là, la course, elle s'arrêtait à partir du moment où il n'y avait que 2 personnes qui concouraient par pays, tu vois. Par pays. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, les pays on va dire, se sont éliminés les uns après les autres. Donc, il y avait même le Mexique qui était là. Et la finale s'est passée entre la Belgique et les États-Unis. Et donc, c'est pour ça que Courtenay, normalement, elle aurait peut-être dû en faire un peu plus. Mais comme, en fait, à partir du moment où il y avait 2 personnes, c'était la dernière personne qui faisait la boucle toute seule qui gagnait. Et après, l'équipe est out, comme on dit. Elle sort. Et après, ça passe à la dernière équipe qui, elle, s'est battue entre elles. Donc, Karel et Mérine, je crois, oui. Et donc, au final, pour bien resituer la fin de la compétition, qui a gagné cette compétition de backyard? Mais alors, en France, en France, c'est Christian Mauduit en 45 Mais là, c'était une compétition internationale, tu disais. Exactement, c'était ça. Et Karel Sab t'en as parlé. Alors, je crois que je sais pas si c'est 60, parce que tu as dit 75, mais je sais pas si c'est 75 ou 72. J'ai un doute là-dessus. Mais du coup, c'était pendant cette compétition-là. 75. C'est écrit sur votre site. Ah voilà, 75. Merci de me le rappeler. Voilà, j'avais un doute. Donc, c'est au bout de 75 heures qu'il a arrêté, Karel Sab. Et donc, c'était pendant cette compétition internationale. Donc, lui, il était en Belgique et il a tourné autour d'un gymnase pendant 75 heures. Il n'y a pas de dénivelé, on est d'accord. Alors, en fait, la chose qui s'est faite
sur cette organisation internationale comme si c'était une première. Il y avait des équipes qui avaient des dénivelés, il y en a qui n'en avaient pas. Ben, nous, on n'en avait pas. En Belgique, il n'y en avait pas. Donc, du coup, pour certaines équipes, ça a dû être un peu plus facile, on va dire. Mais on va dire, comme c'était un premier essai, je pense que Laz, comme si tu connais un peu, il fait des choses et puis après, ça s'affine, on va dire. C'est au niveau, voilà, l'organisation, c'est comme ça. Très bien. Et du coup, le programme pour 2021, il y a des épreuves qui vont avoir lieu ou vous avez une visibilité là-dessus? Bah alors, on devait en organiser une à Osgore en avril, qui a été décalée en septembre, donc le 24 septembre. Celle de Normandie qui donne le Golden Ticket, elle devait avoir lieu le 21 mai. Elle est repoussée au 13 août pour le moment. Et après, on a celle de l'île d'Aix, c'est la 3e épreuve qu'on organise, qui elle a lieu le 8 octobre. Pour l'instant, voilà, c'est les dates sur lesquelles on s'arrête. Donc vous organisez 3 backyards par an. Et donc tu disais, Benoît en organise combien lui de son côté? Une. Une seule. Donc il y a 4 backyards nationaux. Voilà. En France, oui, pour l'instant. Ouais. D'accord. Très bien. Bon, ben, merci beaucoup pour toutes ces infos. On va passer à la partie Trail de France. Yes. Tu en as parlé aussi tout à l'heure un petit peu. Si je résume, c'est un trail en 6 étapes de 380 km, 14 000 mètres de dénivelé positif. Vous traversez plus de 30 communes, 8 départements, 3 régions, 9 parcs naturels, 7 GR et il y a 500 participants. Donc j'ai dressé les grandes lignes de votre épreuve, mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu la genèse de ce concept et nous en dire un petit peu plus? Alors l'idée de cette course, c'était de faire voyager les coureurs comme ils ne pouvaient plus partir à l'étranger. On s'est dit, au lieu de les faire partir à l'autre bout du monde, on va les refaire découvrir la France et les sentiers de France. Comme il y a des centaines de GR en France, les possibilités, elles sont infinies. Et ça, c'était important pour nous de choisir des chemins qui existaient déjà. L'idée, c'était de refaire découvrir la France aux Français, aux amoureux de la nature. Et en fait, on s'est inspiré du Tour de France, pour se dire, tiens, le Tour de France, ils font 2000 km, eux, à vélo. Nous, on s'est dit, tiens, si on essayait de faire la même chose, mais sur la partie trail et voir quelles sont les possibilités qu'on peut avoir pour faire découvrir la France, comme je disais, aux trailers. Et donc, du coup, on a sélectionné des endroits. Alors, on n'a pas fait traverser l'ensemble de la France parce que sinon, ça allait être trop compliqué en termes de logistique si on veut le faire sur 6 jours. Donc, on a pris un point de départ et on a défini des nouvelles étapes en fonction du point d'arrivée de la première étape ou de la deuxième étape. Et derrière, on s'est dit, on fait 1 heure à 2 heures de transport pour aller dans un autre massif, dans une autre région. Et comme ça, les gens auront l'impression de partir en voyage le temps d'une semaine. Donc comme vous organisez la logistique, notamment au niveau des véhicules, de 500 personnes. Alors, tu as la possibilité soit de participer en individuel, soit en équipe, soit à la journée. Parce qu'en fait, ça comprend ces 3 modalités d'inscription. Le premier type d'inscription, c'est donc dans son intégralité. Donc là, on te prend en charge du début à la fin. Donc tu prends la navette du point A au point B pour rejoindre chaque jour la nouvelle étape. Et tu dors sur l'étape suivante au point de départ. Quand tu es en relais, là, tu es en autonomie. Donc là, en fait, on ne peut pas gérer les relais, quand est-ce qu'ils vont être faits, parce que la vitesse de chacun est aléatoire. Et après, la partie à la journée, là, si tu veux, en fait, on peut te transporter jusqu'au point de départ. Si tu gardes ta voiture à l'arrivée, on te transporte jusqu'au point de départ et après, tu fais ta course et tu as fini. Donc, c'est 500 personnes dans la globalité, mais la logistique des personnes qu'on organise à proprement parler, c'est 150 personnes sur le déplacement. Et après, par contre, les campements, ils sont accessibles aux équipes et aux personnes qui le font dans l'intégralité. D'accord. C'était prévu en 2021, ça a été annulé et reporté en 2022, tu confirmes? Tout à fait. Donc, pour être sûr qu'on puisse organiser ça dans les bonnes conditions, et sachant qu'en fait, on dépend de plus de 6 préfectures pour pouvoir organiser ce trail-là, on voulait être sûr que ce soit fait dans les bonnes conditions. Et sachant ce qui se passe aujourd'hui, on aurait pu être embêté jusqu'à...
bien sûr, on aurait envie que ce soit organisé, mais après, on pense aussi à l'engagement des coureurs. Si on leur dit 2 jours avant que c'est annulé pour cause de Covid, parce que la préfecture aura décidé de ne pas l'organiser, on sera embêté. Donc, on ne regrette pas pour ça. Après, forcément, on aurait envie de se retrouver autour de cet événement, de pouvoir revoir les gens, de pouvoir repartager des moments. Enfin, vraiment, c'est ce qui nous manque. Enfin, je ne sais pas toi, mais en tout cas, nous, ça nous manque. C'est clair que ça commence vraiment à être long. Et puis, comme je l'ai dit à de nombreuses reprises, effectivement, ça nous a permis de redécouvrir un petit peu le trail en off ou d'une autre manière, mais on se rend aussi compte, du moins personnellement, que les événements officiels, ça a quand même pas de prix, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Ah ben, tout à fait. C'est ce qui manque en fait pour créer ce lien, et c'est ça aussi qui fait, en dehors de la compétition, d'aller courir et de se dire ok, je fais mon objectif. Quand tu pars sur un trail, qu'il soit long ou pas, l'idée c'est que tu rencontres des gens que tu n'aurais pas forcément eu l'occasion de rencontrer et que tu crées ce lien et ces souvenirs ensemble, quoi. J'ai une petite question. Dans tous les événements que vous organisez, donc il y avait aussi, on n'en a pas trop parlé, mais il y a la 24 heures Vertical Challenge. Tous ces événements-là, ils bénéficient de points ITRA. Si oui, comment se passe la relation entre ITRA et vous-même, et comment vous faites pour obtenir l'accréditation entre guillemets ITRA pour avoir les points? Alors, sur l'ensemble des compétitions qu'on organise, il y a des points ITRA. C'est assez simple, et en même temps, il faut juste, proposer, envoyer une trace à l'organisateur, à l'ITRA, enfin à l'organisateur, à l'association, pardon. Une trace, c'est quoi, un mail? Ah pardon, non, une trace, la trace GPX, c'est-à-dire que en gros, tu envoies la trace de ta course. Alors, pour la partie Infinity Trail, c'est le nombre de boucles. Donc en fait, c'est le nombre de kilomètres, le nombre de dénivelés, etc. Et en fait, ils vont déterminer que pour tant de boucles, il y a tant de points, parce que ça équivaut à un trail de telle et telle distance. Sur le 24 heures vertical challenge, c'est pareil, sauf qu'en fait, tu as encore plus de dénivelé, comme c'est des allers-retours sur une montagne. Et sur la partie le Trail de France, alors sur les étapes à la journée, on en donne. Sur les étapes en intégrale aussi, on donne l'ensemble des trajets pics sur chacune des étapes. Par contre, sur les relais, ça, on ne peut pas le donner parce qu'on ne sait pas qui fait quoi, à quel moment, et c'est difficile de l'attribuer. Mais donc, tu dois quand même souscrire à une cotisation d'une centaine d'euros par an pour pouvoir prétendre à ces points-là, pour être référencé en tant que course ITRA donnant des points. Et c'est eux qui déterminent tout ça. Très bien. Donc on a fait le tour, Trail de France, Backyard et 24 heures Vertical Challenge. D'autres événements à venir ou que vous avez déjà organisés? On travaille sur d'autres événements, mais pour l'instant on n'en parle pas encore parce qu'on ne sait pas encore les dates, etc. Mais oui, on travaille sur d'autres événements parce qu'on a 10 000 idées à la seconde. Je vois ça. Quand on parle de... Ouais, c'est ça. Mais parfois il faut se freiner. Il faut se freiner. Ah, c'est sûr. Vous avez jamais eu l'idée d'organiser un KV ou un contre-la-montre, des épreuves qui sont de plus en plus demandées, j'ai l'impression, en ce moment? Les KV, alors à un moment donné, il y a quelques années, c'était très... il y en avait partout. Ça s'est un peu arrêté, mais peut-être que ça reprend en ce moment, et donc c'est peut-être pour ça qu'il y a de plus en plus de demandes. Pourquoi pas, à réfléchir. Ça marche. Super. On va passer à la partie podcast. Ouf. Donc là aussi tu en as parlé dans la première partie de notre entretien, mais est-ce que tu peux nous donner le moment où vous avez décidé avec Fred de créer le podcast Ouf, et sur quelle idée de départ vous êtes basé? En fait, on y pensait en 2018 parce que j'ai une amie qui m'a interviewée pour un de ses blogs. Elle fait des portraits de femmes, et elle avait un Zoom. Et je me suis dit, tiens, je connaissais pas du tout. On n'était pas du tout du milieu du podcast. Tu en écoutais à l'époque? J'en ai écouté, pour te dire, dans les années 2010. Parce qu'en fait, j'essayais de me former au TOEFL à l'époque, parce que je passais un examen. Et j'en écoutais, donc ça existait déjà, mais c'était en anglais.
Le TOEFL, c'est un examen de langue étrangère, non Ouais, c'est ça en fait. C'est comme le TOEIC. C'est exactement pareil, sauf que c'est moins commercial. C'était plus pour les études. Donc j'en écoutais déjà en 2010, mais après, j'en ai plus trop écouté. Et du coup, j'ai cette discussion avec mon amie Marie, et elle me dit, ouais, les podcasts, il y en a qui se lancent et tout, etc. Mais peut-être pas dans le sport. Donc effectivement, on regarde et tout, et on se dit, bah non, il n'y en a pas trop, en tout cas pas dans le trail. Et en fait, il y avait un truc qui nous manquait avec Fred. On se disait, alors je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a des récits de courses, il y a des vidéos de personnes qui font des courses, mais il n'y a pas de moment où on va t'expliquer comment ça va se passer dans la course, à quel moment tu vas galérer, quel est le type de terrain, etc. Mmh. Et on s'est dit, ça serait cool d'avoir un petit briefing de course, parce que avant les courses, nous, ce qu'on faisait, enfin avec Fred, souvent, on regardait le profil, on se dit, allez, on se fait un briefing de course ensemble. C'est quoi les montées, c'est quoi les descentes, et on se dit, bon, bah ok, il y a ça à gérer, etc. Et on s'est dit, ça serait cool de pouvoir faire intervenir 2 personnes. Une personne qui a plutôt de haut niveau, qui parle de son expérience, et une personne de milieu de peloton, ou même fin de peloton, qui pourrait un petit peu partager son expérience sur cette course. Et c'est comme ça qu'on a lancé les premiers podcasts sur les briefings. Et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait bien. On s'est dit, waouh, en fait, on l'avait fait comme ça. En plus, au départ, on avait acheté un petit Zoom de cette taille-là, enfin vraiment, qui faisait 5 cm. On s'est dit, on le fait, voilà, on ne savait pas trop. Et en fait, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que même si le son n'était pas fou, les gens écoutaient. Donc on s'est dit, bon, bah, on va peut-être continuer, etc. Et à un moment donné, on a eu notre premier portrait de ouf qu'on a fait avec Guillaume Calmette. Et en fait, à la base, c'était pas prévu de faire des portraits. On s'est dit, ouais, lui, il faut qu'on l'interviewe. Je pense que ça va être un super moment. Et en fait, on a fait évoluer le podcast comme ça. Et au fur et à mesure, voilà, on rajoute des formats. Là, on fait aussi des histoires de trail, parce qu'on aime bien aussi raconter des petites histoires sur le trail qui sont un peu plus courtes que les interviews. Et voilà, en fait, ça évolue en fonction de nos envies et de ce qu'on voit par rapport à ce que les gens écoutent. Vous faites des lives aussi Oui, j'ai oublié. J'ai oublié, effectivement. J'ai oublié. On a fait des lives pendant le deuxième confinement sur des thématiques particulières, parce que c'est des choses qu'on abordait sur des articles, c'est des choses, c'est des questions qu'on avait envie de traiter avec des personnalités, voilà, du trail, ou même des professionnels même. Et donc on a fait des lives, et après on s'est dit, on va un peu creuser ça, et on va en proposer de manière un peu plus récurrente. Et donc c'est ce qu'on fait là depuis quelques mois avec notre podcast, et on essaye aujourd'hui d'en vivre, parce qu'à la base c'était du temps, enfin la plupart du temps c'est de la passion, hein, on est d'accord. Oui, je te confirme. Et après on se dit, à un moment donné peut-être il faut essayer de faire vivre ce podcast, parce que c'est du temps de montage, c'est du temps de préparation d'interview, enfin je te l'apprends pas, Nicolas, mais voilà, il y a tout ça derrière. Donc on s'est dit, ça serait peut-être bien d'essayer de faire vivre ce podcast, et donc on a proposé ces contenus un petit peu plus exclusifs à l'abonnement. Donc voilà, aujourd'hui, on essaie de lancer ça depuis quelques mois, et ça commence à marcher. Très bien. Bon, c'est chouette. Quelles difficultés principales vous rencontrez dans l'élaboration et dans la création de ce podcast dans les premiers temps ? C'est plutôt technique, plutôt le faire connaître ? Au début, c'est ça. Alors, au début, c'est technique. Alors, effectivement, le faire connaître, ça, c'est un sujet à part entière. Mais la technique, au début, tu apprends. Alors, il y a la technique de montage, il y a la technique du matériel que tu utilises. Et après, il y a la technique de comment tu interviews. Parce que, alors, je ne sais pas comment toi tu le vois, mais au début, j'avais l'impression d'être ultra hésitante, de ne pas forcément avoir tout le bon vocabulaire, etc. Même les « e » qu'on a à répétition. Au fur et à mesure, tu te rends compte que tu les enlèves. Et moi, je ne sais pas, j'ai suivi une formation de 2 ans et demi pour être fort en interview. Non, c'est pas vrai. Non, je fais ça absolument au feeling, et des fois, je me réécoute et je pleure à mon coup, et puis après, je recommence. Voilà. Ouais, c'est ça. Et en plus, on est d'autant plus exigeant avec soi-même qu'on se dit, mais c'est pas possible. On peut pas dire ce mot 12 000 fois, etc. Donc, il y a des choses que je pense qu'on apprend sur le tas.
Mais ouais, c'est plutôt la partie technique de montage un petit peu. Et après, trouver de temps en temps, au début, pardon, c'était compliqué d'essayer d'aller chercher des gens à aller interviewer. Parce que forcément, le podcast, au début, ça parlait pas. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est rentré un peu plus dans le système. Et même, alors nous, on hallucine souvent quand on a ça, mais on a des gens qui nous contactent pour faire des podcasts. Et on se dit, mais ok, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il y a de l'intérêt. Est-ce que tu as eu ton hater, toi, ou pas encore? Est-ce que vous avez votre hater ou toujours pas? Je ne sais pas. Alors, tu sais, c'est vrai que non, mais en fait, sûrement, malheureusement, je ne sais pas. Moi, j'ai officiellement un hater. Je suis ravi. Ouais. Ah mais alors tu sais quoi, c'est que tu as réussi, tu vois, et c'est là où peut-être que... mais c'est vrai que malheureusement tu pourras jamais plaire à tout le monde, mais du coup il te met quoi? Il te met des commentaires horribles? Il troll, il se régale, mais c'est pas grave, on le salue. Il troll, il se régale. Mais attends, je ne suis pas sûre qu'il écoutera jusqu'à là. Il faudrait peut-être lui faire un premier message au début du podcast. Non, mais c'est vrai que malheureusement, quand tu crées des trucs, tu as toujours des personnes qui vont critiquer et malheureusement, ça fait partie de la vie. Mais je suis sûre que cette personne, tu vois, si elle te croise en vrai, jamais elle te le dira ça, tu vois. Ça, j'en suis persuadée. Parce que c'est difficile. En fait, c'est difficile de dire des choses dures. Hein. Je sais pas quels sont ces mots, mais c'est difficile de dire des choses dures quand on est face à face. Ouais, je te confirme. Je pense pas qu'il voilà, on l'embrasse, on le salue. Qu'est-ce que ça vous apporte dans votre entreprise? Alors moi, il y a un truc, ça m'a fait rire. Alors c'est une anecdote, tu vois, ça date parce que c'était il y a 2 ans. Je participe aux 90 km du Mont Blanc. Donc d'ailleurs, c'est la dernière compétition auquel j'ai participé depuis. Et dans la descente de cette course, la dernière descente, j'entends quelqu'un qui dit « Ah, mais moi, j'ai écouté un briefing de course sur cette course-là. C'était Maud et Fred et tout. » Et en fait, je suis... Alors, je sais plus si je suis derrière ou devant cette personne. Et en fait, je lui dis... En fait, on était en train de parler. Je lui dis « Mais c'est moi qui l'ai fait. » Tu vois, ça m'a fait trop rire. Je me suis dit, en fait, cette personne écoutait. Et elle ne savait pas qui j'étais, donc ça, c'était assez drôle. Et ça l'a fait sourire, et on a rigolé. Alors, je me souviens plus de son prénom, mais ça m'a vraiment fait sourire parce que je me suis dit, en fait, les gens écoutaient et... on peut dire ce qu'on veut, mais ça doit faire plaisir quand même. Moi, ça m'est jamais arrivé encore. Ah oui, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Mais parce qu'en fait, la partie podcast, comme tu vois pas les gens, tu les imagines d'une telle manière, etc. C'est ça. Donc, mais après, pour revenir à ta question, c'est vrai que ça apporte un certain lien avec la communauté de trail, parce que le podcast, et j'en suis convaincue, c'est un lien particulier parce que tu transmets que par la voix, alors que quand tu es à la télé, etc., tu as ta gestuelle, etc., mais là, c'est que la voix qui crée ce lien, et ça crée une sorte d'intimité qu'on a avec les gens qui nous suivent. Donc, je pense qu'on a réussi à créer ce contact-là. Et au niveau plus mercantile, on va dire, est-ce que tu penses que ça a un vrai impact au niveau client? Vous en parlez d'ailleurs de Trail the World, de tous vos projets dans le podcast Ouf, ou pas du tout? Alors, on essaye. Alors, au départ, on l'a pas fait. Au départ, on l'a pas fait parce qu'en fait, on l'a pas pris comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, on l'a fait. Donc, on en a parlé. On a parlé des événements qu'on organisait. On a fait... on en parle on en a parlé d'ailleurs dans une interview qu'on a fait sur des questions que les gens voulaient nous poser, pour aussi un peu connaître qui était derrière derrière Ouf. Après, en apport de clients, je ne sais pas, parce que je vais pas dire honnêtement, je pense pas que les gens soient venus spécialement parce qu'ils ont entendu Ouf, mais peut-être, tu vois, ça serait à creuser. Mais je pense que les gens, en tout cas, personnifient plus qui sont Maud et Fred dans la vie à côté. Mais après, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est que comme on crée des abonnements, là, on essaie de le faire vivre par rapport à la création de contenu.
c'est là où ce qu'on essaie de mettre en avant. Vous commencez à avoir une bonne place aujourd'hui dans le milieu du trail running, hein. On vous voit apparaître beaucoup dans les différents articles des magazines, sur les sites internet et tout. Ça doit faire plaisir, non, j'imagine? Oui, oui, alors je ne veux pas dire le contraire, c'est sûr. Après, voilà, cette année, on va dire qu'elle était un peu spéciale. Enfin, voilà, l'année 2020-2021, là, le début. Ça a retardé tout ça, mais oui, effectivement, je peux dire qu'au début, quand on contactait les gens, c'était compliqué, hein. Quand on envoyait des messages, je m'en souviens, j'envoyais des messages en disant bonjour, on est une petite agence, est-ce que vous voulez être partenaire avec nous? Je peux dire que j'ai eu très peu de réponses. Et puis au fur et à mesure, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut gagner la confiance. Les gens, en fait, se sont ouverts et on se sont dit, ah ok, s'ils sont là, si ça fait 1 an, 2 ans qu'ils sont là, peut-être qu'il va falloir les écouter. Et on l'a prouvé peut-être par rapport à des projets qu'on a menés, notamment sur les courses ou même sur certains voyages. Ça a donné de la confiance. Donc je pense que ça a dû rassurer. Et c'est peut-être pour ça que les gens se disent, ah ok, il faut peut-être faire quelque chose avec eux. C'est cool. Bon, c'est très très bien pour vous. Je suis très très content. C'est gentil. On arrive à une des dernières parties de notre entretien. On va parler un petit peu sport, hein, trail running notamment par rapport à toi, Maud. Est-ce que tu peux nous donner ton meilleur souvenir de trail? Aïe aïe. Ouais, à chaque fois, c'est compliqué parce qu'il y en a plein. Mais il faut en choisir un. Ouais, il y en a un qui m'a quand même marqué parce que j'ai pu courir sur un des plus grands monuments au monde et un des plus anciens, sur la muraille de Chine. Donc alors ça s'appelle le marathon de la muraille de Chine, ça s'appelle ça Conquer the Wall. Et alors tu fais une partie en bas et on va dire au pied de la muraille de Chine et tu montes et au final il y a que 12 km. Bon, ça reste 12 km sur la muraille, mais c'est déjà compliqué de pouvoir les faire parce qu'au niveau des autorisations, bien sûr, c'est un enfer. Mais la joie que tu as d'être sur ce monument qui fait des kilomètres de long et toi tu es là en train de te dire ok, je suis là-dessus, je suis en train de courir. En plus à ce moment-là il faisait super beau, il n'y avait aucun nuage, aucune pluie, enfin vraiment c'était un moment encore une fois hors du temps. Et j'ai eu la chance d'avoir un ami qui m'avait rejoint d'ailleurs pour cette course pendant mon voyage. C'était pendant mon tour du monde entre 2015 et 2017. Et en fait, il avait une mission à Shanghai. Il me dit, bon, je viens à Pékin, je viens courir avec toi et on va faire ce truc ensemble. Je dis, ouais, trop cool. Et on part ensemble. Et voilà, on passe ce moment, c'est juste génial. Sauf que lui, qui courait plus vite, m'attendait beaucoup et il avait un avion à prendre. Donc à ce moment-là, lui, il se dépêche. Il me dit, bon là, au bout de peut-être 23 km, il me dit, bon Maud, je peux pas rester. Il va falloir que je trace parce que j'ai cet avion à prendre. Et moi, je dis, bon ouais, vas-y. Et donc moi, je continue, je fais mon petit bout de chemin, mon allure. Je rencontre, comme d'habitude, j'emmène toujours, j'arrive à trouver un compagnon de route ou une compagne de route. Et là, c'était un compagnon, c'était... quelqu'un qui avait déjà fait d'ailleurs des Ironman et qui m'aide un peu, il me donne des trucs de sel parce que ça commence à être compliqué, etc. Et puis on discute. Et en fait, ça passe nickel. Et cette course, au final, tu vois, les 42 km, je les ai finis peut-être en 10 heures. Et je ne sais plus combien de mètres de dénivelé il y avait, peut-être 3000 ou un truc comme ça, je ne sais plus. Mais ce moment, il était juste incroyable. C'était une parenthèse. Voilà. J'imagine. Et le trail en lui-même faisait combien en distance? 42. C'était un marathon. Ouais, une distance marathon, d'accord. Et à contrario, est-ce que tu peux nous parler de ton pire moment de trail? Ouais, j'en ai plusieurs. Là, c'est toujours pareil, il faut en choisir un seul. Ouais, j'en ai plusieurs, exactement. J'ai envie de parler du 177 km du Tour du Golfe du Morbihan qui était horrible, mais en même temps qui était juste génial. Mais je pense que ça a été plus bien que on va dire terrible. Je pense qu'un des pires, c'est le trail du Bourbon. Donc c'est t'en parles dans ton blog. Ouais, il me semble, exactement, c'est ça. C'est en fait, c'était 2 mois après ou 3 mois après le Tour du Golfe du Morbihan, donc 177 km. J'en ai chié, mais je l'ai fini. Et en fait, là, il y a
une fausse confiance en soi qui s'installe en se disant « Ok, j'ai fait 177 km, je peux faire un 110 km à La Réunion avec 6000 mètres de dénivelé, les doigts dans le nez, ça passe. oui, ça passe. » Voilà, ça c'est le, tu vois, c'est l'ego qui parle et qu'il faut jamais écouter. Et d'ailleurs, pour moi, ça a été une bonne remise en question et d'autres, enfin, et je pense d'ailleurs, j'en suis contente d'avoir vécu ce moment terrible. Et donc, je m'inscris. Enfin, j'arrive à récupérer un dossard parce que quelqu'un n'y participe pas, parce que normalement, c'était impossible. Et j'y vais, je me lance. Donc, pour ceux qui connaissent pas le Trail du Bourbon, c'est la moyenne course de La Réunion. C'est pas la Diagonale des Fous, c'est pas la Mascareigne. Donc, il y a, voilà, c'est 110 km à faire. Et il y a 3 grosses bosses, comme on dit. Donc, on passe par les 3 cirques, on monte jusqu'au refuge du Piton des Neiges. Donc là, c'est les 2 premières heures, on va dire que ça va, c'est tranquille. Voilà. Je redescends. Tu pars de Sillaos, c'est ça ? Je pars de Sillaos, exactement. On part de Sillaos, on monte jusqu'au refuge du Piton des Neiges, pas jusqu'en haut. On descend jusqu'à Bélouve, je crois, et on monte dans le cirque de Salazie. Donc là, ça commence à être le matin. Je sens que j'ai froid, c'est un peu compliqué. J'ai pas le bon équipement à ce moment-là. J'ai mis un t-shirt qui est beaucoup trop léger pour le froid de La Réunion, parce qu'on se dit ouais, La Réunion il fait beau, il fait chaud. Non, à un moment donné, le matin il fait très froid. Donc je me souviens avoir eu des frissons tellement j'avais froid, en plus de la fatigue. Donc j'avance et tout. Donc je passe le cirque de Salazie et j'arrive ensuite dans Mafate. Mafate, on m'avait dit de toute façon, Mafate, il faut absolument que tu sortes. Une fois que t'es rentré, il faut que tu sortes, sinon personne vient te chercher, sinon c'est en hélico. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit, ok, d'accord, je n'avais pas capté le truc, je me dis, ok, c'est bon, ça va le faire. Donc j'arrive au ravitaillement, je pense qu'il est 10h, à Marla, on est dans Mafate. Je vois au loin là, la grosse barre qui représente le Maïdo, le fameux Maïdo. Je me dis, ouais, ça va le faire. Et en fait, j'arrive à peine à dormir parce que ça faisait déjà, donc on partait à 21h, mais c'était le matin et je me suis dit, il faut absolument que je dorme. Je n'y arrive pas, j'en chie, c'est vraiment horrible. Mais je me dis, je repars, ok. Et là, des larmes qui arrivent, je sens que je suis fatiguée, que j'arrive pas à avancer. Mais je croise 3 randonneurs qui me voient un petit peu désespérés, qui me disent, mais allez, vas-y, c'est bon, t'inquiète, tu vas y arriver et tout. Je me dis, ok, bah, je les suis et en fait, je me sens entraînée. Donc là, je me dis, ok, ça va repartir. Tout va bien, etc. J'avance. J'arrive à un autre ravitaillement juste avant la montée du Maïdo. Je crois que c'est Roche Plate, un truc comme ça. Là, je me pose. Ça va pas top. Je sens que je suis pas encore au top, mais j'ai pas le choix. De toute façon, il faut que j'aille là-haut parce qu'on m'a dit si tu rentres dans Mafate, tu sors pas. Tu veux pas sortir sauf en hélico. Voilà, c'est no way. Donc je me dis bon bah faut que j'aille au moins en haut du Maïdo. Donc là, j'y vais. Et là, alors, entre 10h et le haut du Maïdo, je pense qu'il se passe peut-être... il doit se passer 7 heures, hein, un truc comme ça. Hein. On ne se rend pas compte, mais c'est un peu long. Peut-être parce que j'arrive là-haut, il doit être 17 heures ou un truc comme ça. Et j'arrive en haut. Alors, cette montée, elle est terrible. D'ailleurs, j'ai des hallucinations. Je confonds un bout de bois avec un photographe. Je retourne mon dossard en disant « Bonjour monsieur, prenez-moi en photo !» Non mais vraiment, la fille, tu sais, tu te dis, elle est perchée. Et d'ailleurs, j'étais avec quelqu'un, il s'est dit « Mais c'est quoi cette fille ?» donc je me dis « Ok, j'avance. » Je me dis que ça va être très très compliqué. Et là, on arrive là-haut. Et là, il y a tout le monde qui t'applaudit. Et là, je sais pas ce qui se passe. Gros coup de mou. « Ouais, je suis pas bien, machin. » Genre, je me dis « C'est pas possible, je vais pas pouvoir continuer. » Je me dis qu'est-ce qui se passe quand tu es fatigué, quand ça va pas en trail, en longue distance? Tu dors, tu manges et ça ira mieux. C'était un peu la règle de base. J'arrive un petit peu plus bas, il y a un ravito. Alors, le ravito, on est juste à côté des musiciens qui te jouent de la guitare, etc. Je me dis, c'est pas possible, je vais pas pouvoir dormir. Bon, en même temps, je suis fatiguée, je me dis, ok, je dors quand même. Je demande à un bénévole de me réveiller d'ici 20 minutes. Bon, il me réveille pas du tout, hein, donc autant dire que je pense que je me suis réveillée toute seule. Je suis ultra frigorifiée. Je me dis que ça va être compliqué la suite. Et là, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, Maud, super, je savais pas que t'étais fort, enfin, que tu pouvais avancer à cette vitesse-là, alors que c'était quelqu'un qui ça faisait longtemps qu'il faisait des ultras et que j'avais rencontré un peu plus loin dans la nuit. » Et je lui dis « Ouais, mais là, ça va pas, j'ai super froid, je vais pas réussir à continuer. » Il me dit « Attends, je te donne un bout de gingembre, tu vas voir, ça va être réchauffé. » Ah bah, je peux dire que j'ai appris ce que le gingembre, ça faisait au corps. Hein. Donc, tu le mords, tu le croques, et après, t'as une grosse bouffée de chaleur. Hein. Mais très bizarre, mais ça fonctionne. Donc, je me dis « Ok, ça va le faire. »
Et en fait, quand tu es arrivé en haut du Maïdo, tu as la descente jusqu'à Sans Souci, et après, c'est la même chose que la diagonale des Fous. Et en fait, normalement, c'est de la descente. C'est 13 km de descente. Sauf que ces 13 km de descente, la nuit commence à arriver. Et là, je me dis, ça va être compliqué la deuxième nuit parce que je savais ce que ça avait été pendant le golfe du Morbihan. Et là, la descente n'est en fait que de la montée. Enfin, en gros, c'est comme ça. Donc là, moralement, je suis vraiment au plus bas. Et je me dis que c'est pas possible, ça va pas le faire. J'ai des douleurs aux genoux qui commencent à arriver. Ça a fait peut-être... ça fait un peu moins de 24 heures que j'y suis et je me dis que ça va pas le faire. Je vois que tout le monde me dépasse, je suis en train de boiter en descendant. Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être la dernière de la course et je me dis c'est pas possible. Je sais pas comment je vais le faire. Je vais y arriver. Et en même temps, Fred, lui, était sur la diagonale. Donc, je l'ai appelé à certains moments et lui était dans sa course, mais à un autre niveau, un autre endroit. Et je lui dis là, franchement, j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, je sais pas ce que je vais faire. Il me dit, bah continue, de toute façon, tu peux pas. Enfin, en gros, il faut que tu descendes, t'as pas le choix. Donc là, je descends. Et en même temps, j'ai la sœur de Fred qui est là parce qu'elle est aussi, elle fait partie de l'assistance de course de Fred. Et puis, il y avait aussi d'autres personnes de sa famille qui étaient là et qui couraient. Et en fait, elle vient me chercher. Donc, elle galère, elle passe par des chemins, elle me trouve pas. Elle demande aux gens, est-ce que vous avez vu Maud ? Comme s'il y avait qu'une Maud dans la course. Mais en tout cas, elle me cherche. Et ça, c'est génial parce qu'à un moment donné, je la trouve. Et là, pour moi, c'était la libération. Je me suis dit, OK, j'ai trouvé Mélanie. Je vais pouvoir descendre. Je vais pouvoir un peu m'appuyer sur elle, etc. Et je me dis, franchement, je suis au bout. Je suis vraiment pas bien. Et je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit avant, moi, j'avais essayé de faire le trail du Bourbon, mais j'ai dû m'arrêter à Sans Souci. Il me l'avait dit la veille quand on était dans la descente du Piton des Neiges. Et je lui dis, ouais, franchement, Sans Souci, t'abuses pour arrêter. Il reste 30 km. T'es arrivé, Voilà, je me foutais un peu de sa gueule. Je dis, je comprends pas, c'est trop bizarre et tout. Bon, ben, j'arrive à Sans Souci. Là, on me demande, est-ce que Maud, tu veux laisser le dossard ? Et moi, je dis, ouais, franchement, j'en peux plus. Il est 22h. Je crois que j'ai 1 heure peut-être sur la barrière horaire, un truc comme ça. Et je me dis, là, il est 22h. J'ai encore facile 10 heures ou 12 heures enfin, beaucoup plus, tu vois. On va dire peut-être même 15 heures. Et je me dis, mais est-ce que tu es capable de faire ça ? Et en fait, dans ma tête, la décision, elle a été prise. Je me suis dit, attends, là, je suis en train de pleurer, je sais pas où je suis, j'arrive pas du tout, j'arrive même pas à dormir. Enfin, c'est vraiment l'enfer. Un calvaire. J'avais mal partout. Et voilà, c'était un calvaire. Donc en fait, à partir du moment où j'ai donné mon dossard, eh ben, j'ai réussi à m'endormir. Alors c'était horrible pour moi parce que je laissais, j'abandonnais. Mais en fait, si j'abandonnais pas là, j'aurais abandonné plus tard parce que j'aurais pas tenu les barrières horaires. Mais je peux te dire que là, la petite Maud qui se disait oui, ça va bien se passer, les 110 km, tu parles. Bah, je peux dire qu'elle s'est remise à sa place et elle s'est dit, bah, écoute Maud, va falloir que tu revoies à la baisse tes objectifs, en tout cas que tu sois beaucoup plus pertinente dans tes choix de course, quoi. Et donc, au final, c'est un très mauvais souvenir parce que j'ai eu beaucoup de mal à reprendre confiance en moi et en mes capacités. Mais ça, pour moi, ça m'a permis de requalifier les courses que j'aimais faire. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait le plus mal dans cette course ? C'est les conditions météo ? C'est le terrain ? C'est quoi ? Ouais, le terrain, c'est cassant. En fait, tu ne peux même pas courir. Moi qui adore de courir en descente, je ne pouvais pas courir en descente. Et ça, en fait, c'est une des choses pour lesquelles je fais des courses, c'est me dire, à un moment donné, je sais que si t'en chies en montée, derrière, tu peux lâcher en descente, ça compense, on va dire. Mais là, j'avais même pas cette récompense-là. Je me suis dit, ça te casse mentalement. Et du coup, le froid aussi, je pense que ça m'a cassé. Enfin, le changement de température, c'est pas tant le froid. Et du coup, à un moment donné, quand tu dis t'abandonnes, t'as jeté l'éponge, t'as du mal à l'avaler parce que tu te dis, ça veut dire que t'étais pas capable. Mais en fait, c'est juste que tu te remets en question et après tu dis, bah non, c'est juste que c'était pas le bon moment, t'as voulu trop forcer et voilà. Très bien. Bon, mais beau récit de course qui s'est mal terminé malheureusement pour toi, mais bon, sans bobo, ouais. Ça, t'avais pas de grosses blessures, j'imagine. Non, après j'ai eu du mal à courir, j'avais mal aux genoux. Enfin, j'ai eu mal aux genoux pendant un petit temps, mais parce que j'avais surentraîné la machine. Sursollicité. C'est ça, sursollicité, tout à fait. Ok, on arrive tranquillement à la fin de notre entretien. Qui tu souhaiterais entendre dans le podcast ? C'est une bonne question. Si je peux me permettre, est-ce que tu peux me conseiller une voix féminine ?
Eh, mais Ça complique. tu sais que j'allais forcément te proposer, alors parce que, pas parce que je suis une femme, mais parce que en fait, malheureusement, il y a moins de femmes qu'on met en avant sur la partie trail. J'aimerais d'ailleurs compléter ce sujet avec toi. D'accord, Euh, Ça a été un axe volontairement affiché au début du projet d'essayer de oui, faire un 50-50 et tu me confirmes que top. c'est très compliqué. C'est très compliqué et je te rejoins sur le fait que il faille aller chercher les femmes traileuses, mais pourtant il y en a, hein, Mhm. elles sont bien là. Alors je sais pas si tu l'as eu, euh, mais, euh, mais c'est une femme incroyable qu'on a eue aussi, c'est Perrine Fage. Oui, je l'ai eu. On la salue d'ailleurs. Tu l'as, ah bah forcément, bah oui, Perrine. Alors attends, bah du coup, il faut que je réfléchisse. Bah Daphné Derouche, elle est juste incroyable. Si tu as l'occasion, Claire aussi. Je Ouais, réfléchis. Claire, ce serait cool. Ouais. Claire, Claire, Claire Banwar, enfin. Claire, elle est étonnante. Hmm. Elle fait son bonhomme de chemin, elle s'en fout et en même temps, elle est ultra déterminée. J'adore. Je trouve ça. Et voilà, ouais, je la trouve. Elle est top. Ah, ok. Bon, merci Claire. pour les Et puis, mais je préconisations. réfléchirai à d'autres femmes volontiers à te proposer. Voilà. Mais n'hésitez pas aussi à contacter Nicolas parce que je pense que c'est intéressant de donner de la visibilité, même si voilà, il n'y a pas de. Enfin, je pense que l'idée, c'est aussi de mettre en avant des femmes qui ne sont pas forcément aussi ultra traileuses. L'idée, c'est de mettre en avant Absolument. toutes les femmes. Ouais. Absolument. Merci beaucoup, Maud. Est-ce que tu as un dernier sujet à évoquer ou un message à faire passer? Waouh! Bah, je crois qu'on a je vois 1h50, je dois beaucoup parler, hein, je me dis. Voilà, Non, non, grosse mais pipelette. il y a beaucoup de sujets avec Maud et Fred en C'est même temps. clair. Euh, qu'est-ce que je voudrais aborder? Alors, sur la partie trail, je pense que, voilà, la course à pied, pour moi, ça a été un tremplin, un moment où j'ai switché, ça a changé ma vie. Je pense que c'est quelque chose qui peut être utile. Alors, pas forcément, alors moi je parle de course à pied, etc., mais ça peut être tout projet. Si à un moment donné, on sent que ça nous prend aux tripes, il faut y aller en fait. Il faut pas attendre qu'on nous dise ok, c'est parti, il faut se donner le moyen, même si ça prend du temps. Et parce que ça va prendre du temps, chaque chose qu'on met en place, ça prend du temps. La course à pied, on le voit. Créer un podcast, on le voit. Créer une entreprise, ben voilà, tous les projets prennent du temps. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui se débloque et il faut pas, comment dire, faut pas lâcher. Voilà, ça c'est quelque chose que je voudrais partager. Je ne sais pas si tu l'as dit pour moi, mais je me sens complètement concerné. Merci beaucoup. On arrive gentiment à la C'est... fin de l'épisode et je vais te poser quelques questions rapides. Alors, si tu peux me répondre par des réponses courtes et sans arguments, est-ce que tu es prête? Ok, parfait. Oh là, ouais, là c'est un challenge pour moi. Eh oui. Ton plat favori après la course? Pizza, La boisson favorite après la course? la bière, Bien. Tu es plutôt gel, bar, les deux ou aucun des deux? aucun des deux. Tu es plutôt grosse rafale de vent ou grosse averse de pluie? Grosse rafale de vent. Tu préfères les racines ou le verglas? Les racines, Tu préfères courir de nuit ou de jour? 2 jours. Quand tu cours, tu es plutôt podcast, musique ou rien du tout? Rien du tout. La question point de côté des genoux dans le gif. Est-ce que tu préfères souffrir du syndrome de l'essuie-glace à chaque fois que tu enclenches l'essuie-glace de ta voiture ou faire un ultra vêtu d'un short et d'un t-shirt en papier de verre? Euh, la première, la première, la L'essuie-glace à chaque première. fois que tu enclenches l'essuie-glace de ta voiture. Parfait. Ouais, Euh, ouais. et la dernière question, tu préfères organiser, participer ou animer? Organiser dans le sens organiser un voyage. Ah, Participer à une course, organiser une course ou euh, animer un podcast.
Organisé. Organisé. Bon, mais c'est cool. Maud, je te remercie énormément pour ces plus de 1h50 passées ensemble. C'était chouette. J'espère que ça t'a plu. Ouais, c'était très chouette. C'est bizarre en fait d'être de l'autre côté du T'as vu? du Ça fait drôle, hein. podcast. Ouais, ça fait drôle, ouais. Mais C'est c'était cool. c'était très bien. Bah merci en tout cas de ton temps. Il n'y a pas de souci, tu passeras un grand bonjour à Fred de ma part, même si on ne se connaît pas, par l'intermédiaire du podcast, je connais sa voix, donc tu lui passeras un grand bonjour. Et puis je vous souhaite tout le meilleur pour la suite, et puis pour tous vos projets, et puis qu'on vous retrouve de plus en plus dans le milieu du trail pour tout ce que vous faites. Bah merci à toi de prendre le temps de m'avoir écouté et de m'avoir posé ces questions. C'était avec grand plaisir. Merci énormément Maud, je te souhaite une bonne journée et à très bientôt. Ciao. Salut. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié la compagnie et le temps passé avec Maud Debs. Et je la remercie de nouveau énormément de nous avoir rejoints sur le podcast. Si vous souhaitez rejoindre la communauté du LTP, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur les différents réseaux sociaux à Let's Try le podcast, que ce soit sur Facebook ou Instagram principalement. Vous pouvez également nous rejoindre sur la newsletter que j'envoie tous les mois et qui contient les news du LTP. J'espère vous retrouver pour un prochain épisode, et d'ici là n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut!